Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous propose que l'on commence. Il est 14h32. Les prochains participants vont nous rejoindre progressivement, mais je vous propose qu'on commence ce webinaire. Donc, merci de votre présence et de votre participation. Merci à nos intervenants que je vais présenter dans quelques instants. Donc, on a choisi d'organiser ce webinaire en rassemblant deux sujets. Le placemaking, qu'on peut résumer sur l'approche collaborative et de l'urbanisme participatif. On reviendra sur le terme plus précisément tout à l'heure. Et puis l'économie locale avec pour question principale qui va guider nos échanges de voir quels sont les liens entre ces questions de développement économique local et les démarches de placemaking et comment les deux approches peuvent s'alimenter et se renforcer. Donc, simplement pour le contexte d'organisation de ce webinaire, on est un collectif qui rassemble 4 agences qui se sont rassemblées l'année dernière pour réfléchir au sujet du placemaking et porter le sujet du placemaking en France. Ces 4 agences sont donc DVT Up, Utopie, représentée par moi-même aujourd'hui, Wigwam Conseil, Wide Open Project. Donc, l'idée de ce collectif, c'est vraiment de porter les sujets du placemaking en France et on est co-organisateur de ce webinaire. On a lancé un cycle de webinaires sur l'année 2021. L'idée étant que chacune des agences porte un webinaire sur un sujet plus spécifique. Et aujourd'hui, le webinaire porte sur le sujet d'économie locale et est porté par Utopie, mais on a bien travaillé ça tous ensemble. Sur le programme de notre webinaire, donc l'idée c'est d'abord d'avoir une rapide introduction sur les deux termes justement d'économie locale et de placemaking. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que ça recouvre pour nous, en tout cas pour poser le sujet? Donc on passera la parole à Arnaud Florentin, qui est expert économie locale durable chez Utopie. Et ensuite, on aura un temps important de partage d'expérience, de retour d'expérience sur 3 projets que nous avons identifiés et qui mêlent, selon nous, vraiment ces deux questions de placemaking et d'économie locale. Et donc là, je passerai la parole à nos intervenants que je présenterai tout à l'heure pour présenter 3 projets au sein de 3 métropoles françaises. Et l'objectif, c'est que chacun des intervenants présente son projet en quelques minutes, puis qu'on engage une discussion collective sur des questions communes. Et enfin, à 16h, qu'on vous passe la parole si vous avez des questions et que vous puissiez discuter et interagir avec nos différents intervenants et partager vos retours d'expérience et vos points de vue. Donc, on aura un temps d'échange d'une vingtaine de minutes environ avant de se quitter autour de 16h30. Bien entendu, donc on a ce temps d'échange qui est prévu, mais si vous avez des questions intermédiaires, vous pouvez utiliser la fonction de chat sur Zoom qu'on commence tous à bien connaître. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser et à poser vos questions via ce canal. Avant de commencer, on voulait sonder un peu notre audience aujourd'hui et vous soumettre un petit sondage que je vais lancer et qui va s'afficher normalement sur une fenêtre via Zoom. La question est assez simple, c'est est-ce que vous êtes plutôt sur les sujets d'urbanisme participatif et de placemaking ou est-ce que vous êtes plutôt sur les sujets de développement économique local, d'économie locale durable, ou alors est-ce que vous êtes les deux? La question se porte à la fois sur votre expertise au sein de votre structure ou de votre poste, mais aussi peut-être plus globalement sur vos centres d'intérêt. Voilà, l'idée, c'est de répondre assez rapidement à cette petite question pour qu'on puisse sonder et voir comment notre audience se situe. Donc, je vais ouvrir le vôtre. Normalement, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre chez vous. Donc, merci de répondre rapidement. Voilà, je vois que vous êtes réactif. Donc, pour les nouveaux arrivants, je précise qu'il y a un petit vote en cours qui vous invite à simplement vous positionner sur les 2 sujets de notre webinaire qui sont urbanisme participatif, placemaking d'un côté ou développement économique local, lequel de ces 2 sujets vous identifie ou auquel vous identifiez le plus. Alors, je vois qu'on a pas mal de réponses. Je vais encore laisser quelques secondes le temps de répondre.
Voilà. Donc, je vais mettre fin au vote. Merci pour vos réponses. Normalement, vous avez les résultats qui s'affichent. Arrêtez-moi si vous ne les voyez pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une majorité, donc 43% d'entre vous qui êtes intéressés par les deux sujets ou êtes experts. Ou On en tout les a cas, pas, les résultats, vous Delphine. n'avez pas partagé les résultats. Voilà, normalement, là, Ça y c'est est. bon. Merci. Donc, voilà, tout simplement 43% d'entre vous qui se disent intéressés ou en tout cas intervenants sur les deux sujets. Et puis une deuxième majorité sur la partie placemaking et un dernier sujet sur le développement économique local. Donc, voilà, merci pour vos réponses. Ça nous permet de voir à peu près qui on a en face et quels sont vos sujets d'intérêt. Donc, je ferme le sondage et donc je laisse maintenant la parole à Arnaud Florentin, donc expert économie locale durable chez Utopie, pour revenir justement sur ces deux termes. Qu'est-ce qu'on entend exactement par placemaking et économie locale et surtout quelles sont les interactions, enfin commencer à poser des questions de ces interactions entre ces deux sujets et ces deux approches qui sont vraiment importantes et qui peuvent s'articuler grandement dans le cadre des projets urbains. Arnaud, c'est bon. Merci Delphine. Oui, merci Delphine. Bonjour à toutes et à toutes. Je mets la slide, je vais laisser la première slide apparaître. Voilà. Effectivement, c'est deux sujets clés, deux sujets dont on entend beaucoup parler. Alors, effectivement, je vais y revenir en quelques instants, mais il y a vraiment un lien mécanique entre l'économie locale et le placemaking. Et je dirais que celui qui nous semble le plus intéressant, c'est comment le placemaking peut être un outil, une méthode pour servir l'économie locale et tous les enjeux que l'économie locale couvre aujourd'hui. On a coutume de dire chez Utopie que local is the new green, c'est vraiment le sujet clé, c'est le sujet clé qui est ressorti de la crise du Covid. C'est aussi un sujet clé qui nous anime, nous, parce qu'en fait, il est vraiment lié aux enjeux de la crise climatique, la crise environnementale. On entend beaucoup de parler depuis quelques années de revitalisation des territoires, aujourd'hui de relocalisation industrielle, également depuis longues années d'un besoin d'ancrage, de lien social, de transparence de la part des citoyens, des habitants et des consommateurs. Donc, ouais, effectivement, l'économie locale est au cœur de toutes les attentions. Et nous, en fait, on trouve ça intéressant de le relier à la démarche de placemaking. Alors, puisque 80% d'entre vous travaillent au moins sur le placemaking, je vais pas forcément le redétailler, mais effectivement, on est dans une logique d'urbanisme participatif avec une dynamique de co-construction dans la durée avec les habitants, les acteurs locaux et les acteurs locaux, que ce soit les entreprises, les acteurs privés, les acteurs publics, des acteurs associatifs, qu'on reconnaît comme experts de leur territoire, capables de bien connaître les besoins du territoire et leurs enjeux. Et c'est vraiment dans cette approche d'urbanisme participatif qu'on y voit un outil hyper intéressant pour travailler l'économie locale. Mais pourquoi en fait l'économie locale? Parce que quand on parle d'économie locale, on a l'impression qu'on n'est à faire qu'un sujet économique, un sujet généraliste. Or, pour nous, en fait, c'est vraiment le point d'acupuncture du 21e siècle. Il y a plein de raisons à cela. On pourrait vous en citer des dizaines, mais à nos yeux, il y en a au moins trois qui sont clés. Premièrement, c'est une question économique de Alors, Arnaud, je crois qu'on t'a perdu quelques instants. Ça a été bloqué. On a eu un petit problème technique. Est-ce que je vais recommencer depuis... Là, c'est bon. On t'a retrouvé. Pardon. Donc, effectivement, l'économie locale est un élément clé, au moins pour trois raisons. Donc, la première... Non, ça a recoupé. Faire rentrer des richesses d'exportation, de tourisme. Il faut aussi que ces richesses puissent circuler à l'intérieur du territoire. Et aujourd'hui, nous, dans les différentes études que l'on a réalisées, on a estimé que l'économie locale pesait pour à peu près un tiers des écarts de revenus entre territoires. C'est dire son importance, c'est-à-dire qu'un territoire qui est capable d'avoir une économie diversifiée, j'y reviendrai, une économie locale forte, est capable d'être beaucoup plus prospère qu'un autre territoire. Donc, ce qu'on appelle cet effet multiplicateur ou alors effet flipper. Il ne suffit pas d'avoir une bille dans le jeu, il faut aussi être capable de garder cette bille dans le flipper. Et donc ça, c'est un élément important. Il y a un second élément qui est celui qui est un élément climatique, de régulation de la crise climatique.
Aujourd'hui, on sait très bien qu'il va falloir réduire drastiquement notre empreinte carbone. Et il y a deux éléments. Il y en a un premier dont on parle beaucoup, c'est la décarbonation de nos énergies. Donc ça, on en parle beaucoup sur les énergies renouvelables notamment. Et il y a un autre sujet dont on parle beaucoup moins, mais c'est que pour atteindre les objectifs des accords de Paris, il va falloir réduire par 2 la consommation d'énergie dans nos économies. Et ça va avoir des répercussions hyper importantes. Et selon les scénarios qui sont réalisés, ça amène à réduire drastiquement les transports, drastiquement, accroître drastiquement les synergies. Et donc, pour arriver à ces objectifs-là, il va falloir vraiment travailler davantage sur les synergies locales, sur la décentralisation, la distribution de l'économie. Et le local, l'économie locale est le meilleur régulateur de la crise climatique. Et ça, c'est un élément clé. Et puis, il y en a un troisième dont on a pris conscience lors de la crise du Covid, c'est cette capacité du territoire à nous offrir des alternatives, de l'agilité face à un choc, face à de la vulnérabilité. Alors, on risque d'être très vulnérable à tout un tas d'aléas climatiques et naturels dans les années qui viennent. On le sait déjà, ça va avoir des impacts économiques sur les chaînes de valeur, sur les contrats, et il va falloir être agile. Et le local apporte de l'agilité. Lorsqu'il y a un chaînon qui casse, être capable de trouver une solution en local, une alternative en local est essentiel. Pour au moins ces 3 raisons, travailler l'économie locale est juste essentiel. Mais ça amène en fait à une seule et vraie question, puisque si on veut avoir un effet multiplicateur élevé, si on veut distribuer l'économie, si on veut la rendre agile, eh bien, il va falloir avoir une économie qui soit la plus diversifiée possible. C'est ça le véritable enjeu de… je crois que la slide va arriver, je ne sais pas, elle n'est pas chez moi, mais c'est la slide. Ouais. Non, c'est la slide, ouais, pardon, merci. C'est un enjeu de diversification économique de nos territoires. Par analogie à ce que l'on peut identifier dans les milieux naturels, on va beaucoup regarder la biodiversité. Là, l'idée, c'est vraiment de travailler la… Allô Arnaud, ça a coupé. Désolée pour ces problèmes techniques. Arnaud, oui. Oui. Oui, ça coupe un peu. Peut-être si tu coupes ta caméra, désolée, Je vais couper la mais ça caméra. évitera. Voilà, merci. Donc effectivement, sur le comment faire, comment arriver à diversifier économiquement son territoire. En effet, on a des petits problèmes. La personne qui a le mieux réussi à répondre à cette question, c'est la papesse du placemaking, qui est Jane Jacobs, qui est celle qui, dans les années 60, a fait front contre certains urbanistes qui voulaient raser une partie de certains quartiers de New York et qui s'est fait connaître pour ça et qui a vraiment, et par ses écrits, beaucoup contribué au placemaking, mais qui, en fait, on le sait moins, a aussi elle expliquait que c'est ce dont elle était la plus fière. Et en fait, elle a formalisé toute une théorie sur l'économie des villes et sur leur diversification. Et elle explique 2 choses essentielles pour analyser l'économie des villes. La première, c'est que la meilleure façon de développer une ville, une économie d'une ville, c'est de travailler ce qu'elle appelle l'import replacement, la par des offres locales. C'est la meilleure façon de développer un territoire. Donc, de travailler les marchés locaux avant d'aller chercher des marchés extérieurs. La deuxième approche qu'elle propose, c'est l'approche par capillarité. C'est-à-dire que pour développer économiquement un territoire, il faut déjà travailler sur ce qu'il sait faire, sur son patrimoine, sur son identité, travailler sur des petites opportunités adjacentes. Et ça, elle montre à travers des dizaines d'exemples que c'est comme ça que sont développées économiquement les villes. Ce n'est pas en relocalisant des modèles économiques assez uniformes, c'est vraiment en travaillant leur patrimoine. C'est ça, en fait, la meilleure façon aujourd'hui de développer économiquement nos territoires. C'est en tout cas un modèle beaucoup plus organique, beaucoup plus basé sur les ressources et les opportunités locales. Et c'est en ce sens, en fait, que le placemaking nous paraît être une solution, un outil, un processus hyper intéressant pour travailler
le développement économique et surtout pour retravailler, repenser différemment la programmation économique. Dans une note de position que nous avons publiée en 2019, oui, nous avions comparé ce que l'on appelle l'urbanisme classique et l'urbanisme participatif ou placemaking. Et on a cherché à montrer véritablement quelle pouvait être la différence, l'apport, la plus-value du placemaking en matière de développement économique. Et c'est vrai que la façon dont aujourd'hui l'urbanisme est utilisé pour développer économiquement les territoires est une approche qui est souvent mécanique, verticale, assez technique, top-down, comme on dit habituellement, qui fonctionne beaucoup en silo, c'est-à-dire avec des approches logement, des approches bureaux, des approches commerce, des approches industrielles, qui est majoritairement axée sur l'attractivité économique, le développement exogène. Et cette approche-là paraît plutôt insuffisante par rapport aux deux enjeux que je viens de décrire. Et l'idée, c'est d'avoir une vision de l'urbanisme qui soit beaucoup plus ascendante, qui soit beaucoup plus organique, qui soit beaucoup plus capable de travailler sur des modèles hybrides, sur des gouvernances différentes, sur des nouveaux lieux, comme des tiers-lieux, des incubateurs, qui soient aussi capables d'être véritablement au service de l'économie locale, pas simplement d'attirer des entreprises extérieures, et qui soient capables de s'intégrer dans le temps avec des approches beaucoup plus collaboratives, beaucoup plus expérimentales et par nature beaucoup plus locales. Et c'est tout l'enjeu en fait de ce webinaire et des 3 exemples qui vous seront présentés d'essayer d'imaginer de nouvelles façons de penser la programmation économique. L'idée n'est pas remplacer la programmation et la vision traditionnelle du développement économique, mais d'y adosser une seconde approche qui est essentielle pour diversifier l'économie locale, travailler l'économie locale de l'intérieur et répondre aux grands enjeux du XXIe siècle. Voilà, je vous remercie et désolé pour les problèmes techniques. Merci Arnaud pour cette introduction qui nous permet en effet de bien fixer le contexte et le cadre de notre webinaire. Donc l'enjeu maintenant, c'est de vous partager 3 projets qui, en effet, comme le disait Arnaud, mêlent bien ces liens entre développement économique, programmation urbaine et démarches de collaboration, de mobilisation d'un écosystème local et de construction de lieux innovants qui contribuent à la transition au développement de l'économie locale. Donc, on a décidé de rassembler un panel de 3 projets, de 3 lieux avec 5 intervenants pour les présenter. Je vais laisser la parole tour à tour à chacun d'entre eux. On a essayé de rassembler une diversité d'acteurs. Comme vous le verrez lors de la présentation des intervenants, l'idée, c'était de mobiliser à la fois des représentants des collectivités locales, des représentants plutôt d'acteurs privés de la fabrique de la ville, de développeurs territoriaux, et puis des représentants de collectifs d'acteurs, de porteurs de projets locaux. Et donc, vous aurez l'occasion de découvrir les 3 projets dans les 30 prochaines minutes de ce webinaire. Donc, on va commencer par le projet Bâtiment 25 qui se trouve à Limoges. Et je vais laisser la parole à Frédéric Fourniot. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Frédéric. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci de votre accueil et merci pour cette mise en lumière de notre projet. Je m'appelle Frédéric Fourniot, je suis directeur de la stratégie des contractualisations du programme Action Cœur de Ville à la ville de Limoges et j'ai de manière opérationnelle depuis 2-3 ans en charge ce projet que je me suis battu d'ailleurs pour garder en interne parce qu'il est extrêmement compliqué, intéressant, passionnant et il me permet de faire quelque chose de complètement atypique par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire dans le cadre de mes différentes fonctions. Le bâtiment 25, c'est finalement un numéro purement administratif d'un bâtiment militaire, d'une caserne qui s'appelle la caserne Marceau, que la ville a récupérée en 2011 suite au départ des armées. Dans le cadre de la mise en œuvre à l'époque du plan de restructuration de la défense de 2008. La ville de Limoges était une ville de garnison. Elle a perdu beaucoup de militaires au fur et à mesure des années. Et en 2011, elle a perdu la quasi-totalité des militaires qui lui restaient et a récupéré 3 sites militaires, 2 casernes relativement importantes, dont la caserne Marceau, qui n'est pas réellement dans l'hypercentre commerçant, mais qui est tout de même dans l'enveloppe urbaine, à proximité de la gare, et sur une polarité relativement importante qu'on appelle le quartier Carnot-Marceau. C'est un site de 4,3 hectares
sur lequel on a mené beaucoup d'études depuis 10 ans. On a aujourd'hui simplement un parti d'aménagement qui est en train d'être arrêté autour de la construction de nombreux logements, de la construction d'un équipement d'enseignement supérieur et d'un tiers-lieu dans une partie donc, de la caserne avec une fonction, comment dirais-je, de développement à l'échelle du quartier. Le tiers-lieu, pour nous, est conçu non pas comme un outil de développement économique à l'échelle de la ville, mais plutôt un- une sorte d'entité génératrice de flux, génératrice d'activité et potentiellement de développement, mais à l'échelle d'un quartier dont on se rend compte, avec des chiffres assez précis, qu'il se paupérise depuis 10-15 ans environ. Donc, le bâtiment qui nous occupe, c'est le bâtiment, bâtiment 25, qui fait à peu près 4000 mètres carrés de surface plancher, dont 2500 mètres carrés de surface utile simplement. C'est un bâtiment militaire classique de la deuxième moitié du 19e siècle, donc avec des murs extrêmement épais, quasi parfois jusqu'à 1 mètre, et puis de larges espaces de circulation, ce qui fait qu'en termes de surface utile sur lesquelles on peut s'amuser sur notre projet, ben, ça réduit considérablement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement atypique pour nous, en tout cas qui sort complètement de ce qu'on a d'habitude de faire. Donc, on a décidé dès le début de la réflexion d'être accompagné. On a lancé une étude de faisabilité et on a été accompagné par un groupement composé de 2 structures. La CET, que tout le monde connaît, cabinet de consultants, qui a une certaine rigueur dans l'ensemble de ses études économiques et financières. Et puis une autre structure qui s'appelle le WIP, qui est un tiers-lieu basé à Colombey, à côté de Caen, qui nous intéressait à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un tiers-lieu qui était à peu près sur le même mécanisme de création que celui qu'on voulait faire. Donc, c'était la réoccupation là, d'un bâtiment industriel, mais qui appartenait à une société d'économie mixte, si je me rappelle bien. Et il avait l'avantage aussi, ce tiers-lieu, de ne pas être de notre territoire. Et c'était intéressant pour nous d'avoir l'appui ou le regard de quelqu'un qui était loin et qui vienne vraiment sur notre territoire pour nous accompagner dans la co-construction de notre projet avec un regard complètement neuf, complètement nouveau et une méconnaissance des acteurs de ce territoire qu'il a fallu qu'il apprenne à connaître au fur et à mesure de son étude. Étape hyper importante, étude de faisabilité. On l'avait demandé relativement complexe, c'est-à-dire jusqu'à la livraison d'un modèle économique, puisque on avait dès le départ un certain nombre de contraintes qui nous étaient imposées par le maire. La principale, c'était qu'il ne fallait pas qu'on fasse un équipement culturel ou un équipement communal. On ne faisait pas non plus une maison des associations et à l'inverse, pas non plus une pépinière d'entreprise. Et on devait construire un tiers-lieu complètement autonome qui allait vivre de son propre modèle économique sans subvention de la collectivité. Donc des contraintes énormes sur ce projet-là qui partait en plus d'une page complètement blanche. Et j'avais besoin, moi, dans le cadre de mon travail, d'être accompagné par des gens qui savaient co-construire parce que notre objectif était d'aller en gros à la pêche aux bonnes volontés et puis d'essayer de constituer un collectif qui allait mener le projet, l'exploiter, gérer le tiers-lieu, donc finalement faire quelque chose avec ceux qui allaient l'occuper et l'exploiter derrière. On a ensuite, après l'étude de faisabilité, nous sommes encore aujourd'hui dans une phase d'initialisation qui nous occupe beaucoup sur la consolidation du modèle économique et de la gouvernance du futur tiers-lieu. La mise en œuvre a elle aussi finalement commencé, puisqu'on a commencé les travaux dans le bâtiment, on a désamianté, on travaille sur le permis de construire parce qu'il faut le rendre accessible PMR et surtout accessible ERP sur une partie du bâtiment, pour une livraison des premiers espaces à l'été 2022. Slide suivante, s'il vous plaît. La co-construction, de manière très schématique, ici, c'est d'abord une rencontre avec
la quasi-totalité des acteurs qui pouvaient être concernés par ce type de lieu. L'avantage de Limoges, même si c'est une grande ville, 132 000 habitants, ça reste entre guillemets un village et tout le monde se connaît. Donc, c'était extrêmement simple d'aller faire la tournée des popotes et de rencontrer à peu près tout le monde. Et là, quand je dis tout le monde, c'est des tiers-lieux existants, des Fab Labs, des espaces de coworking, des pôles de compétitivité, des institutionnels. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 40 acteurs rencontrés puisque beaucoup sont venus nous rejoindre dans l'aventure. Donc, c'est plutôt une cinquantaine d'acteurs que nous avons rencontrés, dont une vingtaine sont vraiment dans l'écriture du projet. Des séances de co-construction avec des acteurs repérés, beaucoup de séances sur site, très important, et puis un temps fort d'ouverture de la caserne le 8 juin 2000, j'ai un doute, 2020 ou 2019, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 2019. On a un peu perdu en ce moment tous. 2019, on a vraiment ouvert la caserne, qui était un espace complètement fermé, par définition un espace militaire. Donc, on a ouvert aux habitants, on a mis un stand tiers-lieu indépendamment du stand qui était dédié au projet de reconversion de la caserne en elle-même. Et notre objectif était finalement de recruter, entre guillemets, c'est-à-dire de consolider un petit peu notre collectif en ramenant auprès de nous des gens qui avaient un intérêt sur ce projet-là. Ça nous a permis, slide suivant, de rencontrer finalement tout un tas d'acteurs complètement différents et qui forment aujourd'hui le collectif qu'on appelle Bâtiment 25, qui est aujourd'hui structuré en association Bâtiment 25 qui a été créée en décembre 2021. On va retrouver des entreprises qui travaillent aujourd'hui sur d'autres parties du territoire et qui ont envie de travailler dans qui ont envie plutôt de proposer à leurs employés d'autres façons de travailler, donc plutôt des façons très collaboratives et des façons très ouvertes. On a des créateurs, designers. Nous sommes capitale européenne de la porcelaine, donc on a beaucoup de créateurs art du feu. On a des gens qui sont aujourd'hui dans leur garage et qui réfléchissent à des concepts un petit peu innovants, plutôt orientés vers l'éco-construction et le développement durable. Et puis, on a autour de nous aussi un certain nombre d'associations sur l'économie circulaire, sur le faire ensemble. Et tout ce monde-là partageait finalement la même problématique. Ils avaient tous des projets donc, différents entre entreprises, associations, start-up ou personnes qui réfléchissent dans son garage ou simple collectif, c'est qu'ils n'avaient pas de lieu d'expression, pas de lieu de création, de diffusion. Et finalement, le bâtiment 25, il est envisagé pour répondre aux besoins de ce panel d'acteurs-là. De manière très schématique aussi, notre tiers-lieu, on a beaucoup travaillé la programmation. Il va être orchestré autour d'espaces différents, mais qu'on retrouve de manière très classique dans le tiers-lieu. Des espaces de travail collaboratifs autour de Fab Labs, d'ateliers tertiaires, d'ateliers partagés, alors soit privatifs, soit complètement ouverts à la population, d'espaces ressources, la conciergerie, des lieux d'information des citoyens, notamment autour des problématiques climatiques, mais aussi de tout ce qui est lié à l'éco-construction, puisqu'on a un gros pôle éco-construction auprès de nous. Et puis des espaces de démonstration extrêmement importants. Et là aussi, on a été un petit peu freiné quand même dans nos ambitions de par les difficultés techniques à faire ce que l'on voulait dans le bâtiment, mais il nous fallait quand même prévoir des espaces de diffusion parce que dans un tiers-lieu, on se rencontre, on échange, certes, mais on peut aussi avoir une démonstration de ce qui se fait réellement dans le tiers-lieu. Donc, on a pu dégager 2 espaces d'environ 100 mètres carrés chacun pour faire des mini-conférences, des colloques, des concerts ou des choses comme ça. Et puis, il y a toujours des espaces de convivialité, des espaces où on se rencontre, aussi autour d'un café ou d'une bonne bière. Et c'est exactement l'objet de ces quelques espaces qui vont ponctuer le tiers-lieu sur l'ensemble de ces étages. Alors, sans rentrer dans le détail, vous voyez une programmation qui a été très loin, puisqu'aujourd'hui, c'est celle qui va dessiner le permis de construire qui est en train d'être écrit. Donc, des espaces sur le rez-de-chaussée plutôt ouverts au public sur la partie droite, espace de diffusion, boutique, espace accueil. Sur la partie gauche, plutôt des ateliers Fab Lab, un Fab Lab de la céramique, un Fab Lab autour du réemploi, de l'économie circulaire, du travail du bois,
du travail du métal. Et puis, plus on monte dans les étages, si on passe la diapositive après, on va plutôt aller sur des espaces dits tertiaires, donc des espaces de bureaux. On a encore des ateliers que l'on prévoit au premier étage, mais sur le deuxième et troisième et dernier étage, ça va être plutôt des espaces de bureaux, des salles de formation. Et c'est extrêmement important puisque ça vient consolider notre modèle économique. Comme je le dis tout à l'heure, on ne fait pas un équipement communal, donc il faut absolument qu'il soit, que l'exploitation soit assurée, en tout cas l'équilibre économique du modèle, par des locations d'espace et de services. Et c'est ce qui rapporte le plus dans ce type de bâtiment, ça reste des bureaux. Et on a aujourd'hui des candidats à l'implantation dans ces espaces tertiaires qui vont nous permettre de tenir un petit peu notre modèle économique. Le scénario privilégié, c'est celui-ci, c'est la mise à disposition par la ville de Limoges à une structure dédiée, donc qui est aujourd'hui l'association, mais qui va se transformer en SIC, Société Civile Intérêt Collectif, par bail emphytéotique dans l'ensemble du bâtiment. La SIC va réaliser les travaux et puis exploiter le tiers-lieu et se rémunérer sur la location des espaces ou la tarification des services. Là aussi, on a revu un petit peu nos ambitions à la baisse dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la mise en fonctionnalité simplement des 2 premiers niveaux, pas sur la totalité du bâtiment, histoire de tester un petit peu le tiers-lieu et le modèle économique, mais aussi la solidité du collectif. Ensuite, on passera la main à cette ESCI qui d'abord va travailler son business plan sur la location des 2 premiers étages et puis à terme, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra comment se passeront les choses et réhabilitera les 2 étages supérieurs pour étendre très largement la location d'espace. Association créée. Aujourd'hui, on est à l'incubateur ESS pour être accompagné dans le cadre de la création de la SIC et puis livraison donc, des premiers espaces, comme je disais, en juin 2001, sachant que là aussi, on a revu un petit peu notre copie. La ville a décidé d'injecter les premiers euros pour rendre fonctionnels les 2 premiers niveaux. C'est une enveloppe de 700 000 € qui est en train de mettre la ville, tout simplement parce que c'était très compliqué aujourd'hui de donner le bâtiment à l'État et de dire à l'association ou à la SIC, investissez dès maintenant sur un modèle économique dont on n'est finalement encore pas sûr qu'il se tienne bien. Donc c'est bien la ville qui est une sorte de facilitateur qui permet de franchir la première marche, mais très rapidement de passer le relais à ce collectif d'acteurs privés. Et puis, dernier stade, alors pour vous dire que ça avance, on a quand même une problématique qui, là aussi, est très importante pour faire vivre la co-construction du projet, c'est que ça fait 2 ans qu'on y travaille. Comme je l'ai dit, on n'ouvrira les premiers espaces que dans 1 an, mais il faut quand même continuer à investir les lieux, à marquer les esprits, à dire aux habitants et aux acteurs, il va se passer quelque chose dans ce bâtiment-là. Et on a commencé à le faire l'année dernière lors d'une grande journée le 10 octobre 2020. On a ouvert complètement les lieux, on a installé tout un tas d'activités qui permettaient de montrer précisément ce qui allait se faire dans ce tiers-lieu à terme. On avait un Fab Lab, on avait un vide dressing, mais autour de tout ce qui était économie circulaire, des ateliers partagés, des espaces de démonstration sur le développement durable, par exemple sur l'isolation paille. Et ça a été comment dirais-je, le premier déclencheur finalement de la vie de ce tiers-lieu, même si le bâtiment n'existait pas, même s'il n'est pas accessible de suite, on a commencé à marquer les esprits et on a encore tout un tas d'animations qui sont en train de se préparer à partir du mois de septembre et on va accélérer tout ça jusqu'à l'ouverture du bâtiment. Là aussi, il y a un intérêt, c'est qu'il faut absolument garder auprès de nous les bonnes volontés et les gens qui s'investissent, parce qu'il peut y avoir quand même à la longue beaucoup d'essoufflement. On en a vu déjà, et dans un tiers-lieu, il y a des gens très actifs, des gens qui s'en vont, d'autres qui rentrent, et notre objectif est vraiment d'enclencher un cycle d'animation et d'événements relativement poussé jusqu'à ce qu'on puisse enfin proposer des choses à l'intérieur du bâtiment. Très compliqué de résumer tout ça en 10 minutes, mais j'espère que je vous ai donné envie d'en savoir plus et puis à votre disposition pour la suite. Merci.
Oui, merci beaucoup Frédéric pour cet exemple de projet qui illustre bien comment on peut s'appuyer à la fois sur les envies des acteurs locaux, sur les besoins des acteurs locaux et sur les savoir-faire et l'histoire du patrimoine local pour construire un lieu innovant et pour diversifier l'économie locale, et qui pose aussi toutes les questions d'animation, de modèle économique de ce type de lieu. Je rappelle aux personnes dans la salle qu'on aura un temps de questions tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à noter et à réserver vos questions pour tout à l'heure, pour Frédéric notamment. Je vous propose que l'on passe à un deuxième retour d'expérience avec Coraline Hernandez et Clémentine Robert du groupe Réalité, qui vont nous parler du coup d'un projet sur Amiens. Donc, je vous laisse la parole. Oui, merci Delphine. Bonjour à tous. Merci de votre accueil. Donc Coraline Hernandez, je suis responsable de projet au sein de l'équipe Grand Projet du groupe de développement territorial Réalité, qui est un groupe privé. J'ai un parcours, avant d'intégrer cette société, moi je viens du monde du développement économique, donc voilà, vous savez dans quel team j'étais à la base. J'avais fait plus de 5 ans en fait de conseil et d'accompagnement des territoires sur ces sujets. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est que je puisse, avec Clémentine qui se présentera par la suite, vous présenter un petit peu un projet que l'on porte donc sur un quartier qu'on appelait la Tisserie à Amiens. Et notamment comment, par le biais d'un appel à projet, on distille les thématiques du développement économique dans nos projets urbains. Donc, peut-être pour vous poser un peu le contexte avec la slide suivante. Juste peut-être pour rebondir là-dessus, Corinne. Donc moi, c'est Clémentine Robert, également au sein de l'équipe Grand Projet du groupe Réalité, donc qui est un maître d'ouvrage, mais aussi maître d'usage par l'exploitation de ses filiales. Et je suis également un membre actif au sein du réseau Placemaking Europe. Merci, Clémentine. Alors, pour vous poser le contexte, donc nous sommes à Amiens, dans la Somme. C'est une métropole de 180 000 habitants, sur un site qui s'appelle le site Clausera, qui fait près de 13 hectares tout compris, et qui était en fait une ancienne manufacture de velours, dont la première activité remonte à 1794. Qui a été une vraie success story familiale pendant plus de 2 siècles, donc autour du velours, et qui malheureusement a fermé ses portes définitivement en 2008. Donc dans un cycle que tout le monde connaît, un peu complexe, autour du textile sur le territoire, notamment amiénois, territoire qui, pour le coup, à ce moment-là, a subi justement les effets d'un manque sans doute de diversification. On est Réalité, donc les propriétaires de ce site depuis 1 an et demi, enfin, d'une grande partie en tout cas. Et nous portons donc sur ces anciennes manufactures un projet de réhabilitation. L'idée étant qu'à partir de 2025, on puisse, les Amiénois puissent redécouvrir et se réapproprier cette partie de leur histoire en venant se promener dans ce nouveau quartier de la ville, qui sera donc un quartier mixte, qui accueillera à la fois des activités économiques et des logements, de la formation. Je ne vais pas trop m'étaler sur le projet urbain. L'idée, c'était plutôt aujourd'hui de faire un focus sur l'appel à projet qu'on a appelé Moving Factory. Donc Clémentine va vous présenter les principaux contours, et je reviendrai tout à l'heure un peu sur le pourquoi de cet appel à projet et ce qu'on en attend en termes d'impact. Donc, au sein de ce quartier mixte de la tisserie que vous pouvez voir ici, donc qui s'étale de 2025 à 2028, on a pu identifier différents sites, bâtiments classés monuments historiques, que vous voyez en vert foncé, numérotés 1, 2, 3 et 4, et que vous voyez en photo en dessous. Et le 4e étant un château d'eau. Et en fait, au sein de ce quartier, qui est quand même à un horizon 2025, on voulait activer ce site dès aujourd'hui, dès la fin 2021, en proposant en fait à des porteurs de projets locaux de développer des projets au sein de ces spots.
et d'autant plus que ce sont des bâtiments localisés de manière assez stratégique autour de la future place du quartier. Et ils sont aussi bien isolés en fonction des autres bâtiments, ce qui leur permet aussi d'avoir une gestion plus indépendante. Donc l'idée, c'est que sur ces 900 mètres carrés au total, ils proposent des projets qui permettent d'incarner l'histoire, l'ADN des anciennes manufactures COSRA et de développer un projet autour de la transmission et du savoir-faire local et qui contribue à l'animation du quartier. Tout à fait. Oui, la clé d'entrée, oui, alors en effet, Delphine, tu peux faire défiler quelques images. C'est plus pour qu'on puisse se projeter, mais du coup, je vais poursuivre les propos. En fait, cet appel à projet, l'idée, c'est de débuter à petits pas. 900 mètres carrés d'activité économique à court terme, c'est pas grand-chose dans le projet global qui accueillera 400 logements et plus de 5000 mètres carrés d'activité économique. Mais l'idée, c'est d'avoir déjà un lieu qui vive en avance de phase et qui permette de faire partager, de refaire venir en fait les visiteurs, les habitants sur ce lieu qui commence un peu à être oublié. Enfin, les manufactures de COSRA, on a tous eu un énorme coup de cœur en visitant ce lieu. C'est un lieu qui est vraiment magique, inscrit en partie au monument historique, mais qui a vraiment il y a un affect vraiment particulier autour de ce lieu quand on en discute avec les Amiénois. Quand on creuse un peu, tout le monde a quelqu'un de sa famille qui, alors soit pas forcément a travaillé sur place, mais qui en tout cas avait le souvenir quand il était gamin d'aller acheter des pantalons de velours côtelé le dimanche. Et c'est vraiment particulier. Il y a beaucoup de sites désaffectés, malheureusement, sur cette région. Mais celui-ci est quand même vraiment majestueux et il y a toujours un effet waouh. Faut quand même le dire, quand on arrive sur le lieu, il y a un truc qui se passe, quoi. Donc, on voulait faire partager ça assez vite. Et donc, le Move-In Factory, cet appel à projet, c'est l'outil que nous avons choisi de déployer pour y parvenir. Alors, donc c'est un appel à projet là qui est en cours, qui a été lancé fin mai, et les porteurs de projet auront jusqu'au 19 juillet pour remettre leur candidature. On s'est inspiré de pas mal d'initiatives d'urbanisme transitoire que vous voyez là. On pense au marché du Lez, à Elix Factory, à Lisbonne, à Darwin, ou au Little Atlantic Pop-up qui est à Nantes. Et le dénominateur commun quand même de ces aspirations-là était le monde entrepreneurial. Et pour bon nombre d'entre eux aussi, l'implication d'un maître d'ouvrage ou en tout cas d'un collectif d'acteurs qui relevait plutôt de la sphère privée. Ce qu'on souhaite faire en fait, c'est deux choses. S'appuyer sur la dynamique économique locale pour redonner vie à un lieu et réciproquement, en fait, profiter du patrimoine bâti, donc du lieu, du site plutôt, pour faire grandir des initiatives locales. Si je rentre un petit peu dans le détail sur ce que j'entends par là, l'idée, c'est que sur ce site-là, voilà, aujourd'hui, en fait, on a un PLU. Peut-être juste rester 2 secondes sur la slide précédente. je vais essayer d'être assez concise et juste peut-être étayer un petit peu sur ces deux dimensions. Aujourd'hui, là, sur le site, on a un PLU qui ne permet pas pour le moment la réalisation de logements. Même si on travaille avec la collectivité depuis 2 ans justement pour qu'à terme ce projet urbain soit mixte. Mais en tout cas, pour commencer à activer le lieu, c'était pratique de travailler avec les acteurs économiques. Ça répondait aussi à notre ADN d'entrepreneur, de s'adresser prioritairement à ces acteurs-là, qui sont donc des personnes plutôt morales, plutôt que des habitants, des riverains. En plus, on est sur une zone d'activité économique.
Donc, on n'est pas, enfin, le quartier global ressemble à une zone d'activité économique qui est plutôt pas en fin de vie, mais voilà, qui mériterait d'être un peu reboosté. Et nous, avec ce projet, on souhaite y contribuer aussi. Et oui, et donc du coup, enfin voilà, notre parti pris, c'est de réactiver le lieu, de recréer des lieux de dialogue avec le grand public, mais en nous adressant d'abord à la sphère entrepreneuriale. Et donc, c'est l'objet de l'appel à projet. On fait ça quand même avec beaucoup d'humilité parce que déjà, tout bêtement, on n'est pas sur place. Donc, l'idée, c'est d'impulser. Je me retrouve du coup assez dans les propos de Frédéric Fourniot de tout à l'heure. C'est d'impulser, de poser la première pierre et ensuite de passer le relais. De créer une opportunité. En fait, on a, mine de rien, cette chance-là en tant que maître d'ouvrage soit de faire dans notre coin, soit d'ouvrir la porte. Et c'est ce qu'on souhaite faire. Donc, ça implique pas mal de choses parce que c'est assez particulier. Ça implique de ne pas être très au clair sur la liste très précise des activités économiques qui vont intégrer le lieu dans un premier temps. L'idée, c'est de voir, dans une logique de préfiguration, quelles sont les activités qui vont mieux coller au lieu pour qu'ensuite, elles se développent et prennent toute leur place dans le quartier. J'ai parlé d'urbanisme transitoire, mais en fait, notre volonté, c'est que ça ne soit pas transitoire. C'est que les lauréats de l'appel à projet qui s'installent dans les 3 bâtiments que vous a présentés Clémentine, à terme, se développent, grandissent dans le quartier. Et pour leur permettre de grandir, c'est le deuxième point là, de cette slide que j'évoquais en préambule, il y a différentes choses qu'on essaye de mettre en place, qu'on souhaite mettre en place dans l'appel à projet. D'une part, il y a des loyers qui seront progressifs, puisque le quartier est in the making, forcément, les loyers le sont aussi. Nous, on a mis 1 million, 1,2 million dans la réhabilitation de ces bâtiments. Donc voilà, pareil, on met le premier ticket pour leur permettre d'intégrer des bâtiments inspirants et un peu atypiques. On se laisse finalement la possibilité de faire des locaux un peu sur mesure par rapport aux activités dont on ne sait pas exactement les profils qu'elles vont revêtir. Et en ce sens, je pense que le fait de ne pas avoir fait les travaux ne sont pas encore réalisés, on les fera une fois qu'on aura les lauréats. Et je pense que ça peut aussi laisser plus de place à des projets un peu atypiques, un peu hybrides, qui au sein d'une même structure vont combiner à la fois des activités commerciales, de l'atelier, de la formation, qui, je pense, peuvent aussi contribuer à une économie plus résiliente. Enfin, on l'a vu avec la crise. Voilà, si on ne met pas tous ces dans le même panier, au niveau microéconomique, ça peut quand même être plus intéressant, mais malheureusement, parfois, les formes immobilières sont hyper contraintes et il faut rentrer dans les cases, quoi. Donc là, on se laisse cette possibilité-là. Et enfin, on a fait des partenariats avec les différents acteurs que vous voyez là sur la page, qui sont principalement des acteurs de l'accompagnement développement économique, donc sur le territoire, soit au niveau de la métropole, de la région, qui nous soutiennent dans l'appel à projet, qui décerneront des prix un peu spécifiques qui seront des coups de pouce au lancement pour certains candidats. Et ce qui nous permet, nous, de ne pas faire le projet dans notre coin. On parle souvent de la multiplication des guichets d'accueil pour le soutien, l'accompagnement aux entreprises. Voilà, on ne veut pas être une porte d'entrée supplémentaire, on veut être catalyseur de différentes dynamiques et de permettre des passerelles. Et on s'associe aussi à Ulule parce que l'intérêt pour nous, c'était que les lauréats, les porteurs de projets puissent bénéficier d'une audience aussi assez large grâce à Ulule, qui a un bon relais quand même communication et positif sur la scène nationale. Donc de les mettre en lumière, de mettre le territoire en lumière grâce à Ulule et de leur proposer de nouveau des passerelles pour intégrer les structures d'accompagnement usuelles, on va dire, d'Ulule et notamment le crowdfunding. Alors, j'ai beaucoup parlé sur cette page-là. Du coup, sur la suivante, il y a sans doute pas mal de choses qui ont déjà été dites. Oui, simplement,
et on pourra y revenir tout à l'heure pendant la table ronde. Je voulais simplement indiquer que cet appel à projet, c'est une première pour nous, c'est vraiment une première étape, c'est une expérimentation déjà pour nous. Mais surtout, on en a dessiné les contours en rapport à l'histoire du lieu, avec la présence de ces bâtiments vraiment particuliers, la forme urbaine, architecturale du lieu, en rapport aux réalités d'un territoire qui a quand même subi pas mal de crises récemment et qui en même temps recèle, on l'a senti par les nombreux entretiens qu'on a menés, un potentiel qui demande à s'exprimer. Et bien évidemment aussi, c'était très influencé par l'ADN de notre société, puisqu'on est entreprise à mission. Et donc, on se doit d'avoir un impact, un effet positif sur les territoires. Et on est entrepreneur, donc on parle aussi aux entrepreneurs. Enfin, voilà, c'est un outil qui est fait sur mesure, mais qui est quand même emprunt aussi de qui on est et de ce qu'on souhaite faire sur les territoires. Les grands principes, peut-être en synthèse et en conclusion de mon propos. L'appel à projet, oui, alors, on a choisi un positionnement large. La clé d'entrée pour postuler, pour répondre à l'appel à projet, c'est de réactiver le lieu. Donc, en tant qu'entreprise, vous proposez des activités, des événements, des ateliers, ce que vous voulez, des commerces qui vont permettre de refaire venir le public sur le lieu. Donc, c'est le monde entrepreneurial pour ensuite ouvrir le cadre de débat aux riverains plus largement. Deuxième principe, c'est ce que je viens de dire, en fait, tout ça est lié. Revenir rapidement sur la notion de top-down, bottom-up, on s'est posé beaucoup de questions en fait, sur la posture du maître d'ouvrage, notamment du maître d'ouvrage privé dans ce genre de démarche. On veut être créateur d'opportunités, on ne veut pas faire la place d'eux, on veut laisser la place, on veut... Et je pense que ça va être un travail assez fin sur la durée pour voir jusqu'où on va, à quel moment on passe le relais, et en tout cas d'arriver à avoir sur la durée un travail déjà de faire connaissance avec les acteurs qui vont nous rejoindre dans l'aventure. Et dernier point, c'était évoqué en préambule, la question de l'attractivité, de la place de l'endogène versus exogène dans les stratégies de développement économique des territoires. C'est vrai que moi, auparavant, dans mes interventions, j'étais assez marquée par l'énergie qu'on mettait à aller récupérer des projets endogènes, alors qu'il y avait quand même plein de choses parfois sur le territoire. Et en fait, là, on fait un peu des deux. Parce qu'on donne un coup de pouce finalement à des petites structures locales. Hein. Les répondants sont en majorité issus, on a eu plus d'une quarantaine de préinscrits qui totalisent plus de 3 fois les mètres carrés qu'on veut remplir. Et ce sont plutôt des acteurs du territoire, même s'il y en a aussi qui viennent d'Île-de-France ou des Hauts-de-France de manière plus large. Et en fait, l'idée, c'est de s'appuyer, de mettre en valeur leur savoir-faire pour créer un lieu qui, lui, donc le site COSRA, la tisserie à terme, viennent participer à l'attractivité territoriale de manière générale, mais pas forcément à l'attractivité territoriale économique, c'est une attractivité plus sens large. Donc en fait, l'idée c'était de combiner et d'articuler un peu tous ces concepts. Donc on est probablement quelque part entre, dans le tableau qui est exposé, on est quelque part entre de l'urbanisme classique et du placemaking. On essaie de tendre vers ces démarches-là et donc on teste. Ok, merci beaucoup Coraline et Clémentine pour ce partage d'expérience, pour cette expérimentation et ce point de vue tout à fait intéressant du côté maître d'ouvrage privé, toutes les expérimentations, votre rôle de catalyseur, la manière dont vous concevez et dont vous questionnez un petit peu les projets tels qu'ils étaient faits auparavant. Et puis je note aussi la question de dépasser le transitoire et le rôle de l'activité économique finalement pour solidifier et dépasser cette notion de transitoire et
et inscrire dans le temps en s'appuyant sur une économie locale. Donc, merci beaucoup. Je rappelle encore une fois qu'on aura un temps d'échange, donc n'hésitez pas à noter vos questions et à creuser certains points si vous le souhaitez dans quelques minutes lors de notre temps d'échange. Dernier retour d'expérience, on part cette fois-ci plutôt côté activité agricole dans un secteur urbain dense, dans Paris. Et je vais laisser la parole à Vincent Guimas et à Rémi Guillem pour nous présenter le projet des jardins des Traverses. Est-ce que Vincent, Rémi, Bonjour. c'est bon? Alors, je suis Vincent Guimas, je suis un des cofondateurs du Fab City Grand Paris, une association qui regroupe un ensemble d'acteurs qui s'intéressent à la question de refabriquer dans des territoires tendus en ville. C'est un projet qui se trouve dans plusieurs grandes villes en France et même dans le monde. Alors on adresse toutes les façons de refabriquer sur des territoires tendus. Il s'avère que le sujet de l'alimentation, alors c'est plus que l'alimentation, c'est les systèmes alimentaires. Voilà, comment est-ce qu'on accompagne les nouveaux systèmes alimentaires. Un des sujets qu'on porte actuellement sur 4 ans dans le cadre, entre autres, d'une recherche-action qu'on appelle H2020, donc des grands programmes européens. Et on a choisi ce thème-là parce qu'il y a une spécificité aussi à Paris autour de l'innovation et l'alimentation qui date du 19e. On va reparler d'héritage tout à l'heure. Voilà, je pense que c'est Rémi qui va commencer à vous présenter et je pense qu'on va axer principalement ce qui nous semble intéressant, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites, très intéressantes, peut-être sur la notion de communauté. Et il y a un travail passionnant qui a été fait, lancé par Verger Urbain, donc un des acteurs du collectif qui travaille sur cette recherche-là, sur comment on construit des communautés, comment on prend le temps de construire ces communautés pour l'implanter et surtout innerver le territoire le plus largement possible. Voilà. Merci beaucoup Vincent pour ces introductions. Je vais revenir très rapidement sur le projet Jardin des Traverses. Donc, je m'appelle Rémi Guillem, je suis salarié doctorant dans l'association Vergers Urbains et je salue les membres de l'association qui sont présents dans la salle. J'ai pu en voir quelques-uns. À ce titre, dans l'association, je suis chargé du développement d'un projet qui s'appelle Quartier Nourricier, qui est un projet corollaire au projet Jardin des Traverses que l'on porte aussi dans l'association. Et donc, je vais commencer brièvement par vous parler du Jardin des Traverses. Donc, le Jardin des Traverses, qu'est-ce que c'est? C'est 800 mètres linéaires sur la petite ceinture qui sont en dessous du niveau du rez-de-chaussée, entre la porte de la Chapelle et la porte de Clignancourt. C'est un espace qui est actuellement en friche, comme on peut le voir sur la photo, et qui est censé ouvrir ses portes à l'horizon 2022, entre le premier et le second semestre 2022. Cet espace-là, il est porté par un certain nombre d'acteurs locaux, en tout cas à sa naissance, on peut le voir sur la slide suivante. Vergers Urbains, Vincent l'a dit. Green Résistance, qui est aussi un collectif associatif sur les questions d'agriculture urbaine dans le quartier, et la Fédération Léo Lagrange, qui est un voisin, littéralement, du projet des Jardins des Traverses, et qui s'occupe de développer notamment les questions d'éducation populaire et qui a vu en cet espace en friche beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités techniques, puisque cet espace a un accès voiture, qu'il a éventuellement, c'est en cours de négociation, éventuellement un accès à la rue, donc qui pourra envisager une ouverture sécurisée pour le public, et plein d'opportunités, puisque au sein de Vergers Urbains, on a plein d'idées. On souhaite faire un tiers-lieu alimentaire qui se concentrerait sur les questions d'alimentation, entendu au sens large, donc à savoir une partie productive avec notamment des bacs cultivés, un travail autour des vergers, donc de la production d'arbres fruitiers, un espace de restauration et aussi une mise à disposition d'un certain nombre d'espaces, d'ateliers qui pourraient être accessibles à un certain nombre d'entités qui sont présentes dans le quartier. On peut aller à la slide suivante puisque je vais vous présenter du coup rapidement le projet Quartier Nourricier qui s'est en quelque sorte greffé au projet Jardin des Traverses et qui est un projet plus général de coordination entre les différents acteurs associatifs et entrepreneuriaux du quartier de la Chapelle qui vise très simplement en 3 actions: comprendre ce qu'il est en train de se passer dans le quartier sur ces questions alimentaires, voir dans quelle mesure ces différents acteurs peuvent ou non coopérer. Et 3e partie, qui viendra peut-être plus à l'horizon 2022, fin 2023, c'est une question de sensibilisation
disons, à l'échelle plus large, ça peut être des missions de plaidoyer, par exemple. Et donc, tous ces ensembles-là de mise en relation des différents acteurs du quartier sont plutôt insérés dans le projet quartier nourricier. Le second pilier de ce projet, c'est d'incarner cette coopération par un certain nombre de tiers-lieux, dont le Jardin des Traverses pourrait faire partie. Ce n'est pas le seul tiers-lieu envisagé dans cet espace-là. Donc, déjà, dans Paris Nord-Est, il y a un certain nombre de projets. Et dans le quartier dans lequel nous intervenons, à savoir le quartier La Chapelle, d'autres projets portés par Vergers Urbains, comme notre pépinière Les Fermiers Généreux, mais aussi la Caverne, qui est un espace, c'est une EARL, donc c'est littéralement une ferme bio au cœur de Paris, qui propose des services d'hébergement à différents acteurs, ou le Shakiraï, qui, sur les questions culturelles aussi, porte un certain nombre de services. Comment créer ce réseau de terres-lieux qui puisse vraiment incarner sur le territoire ces dynamiques inter-organisationnelles. J'utilise ce terme puisqu'on a à la fois des associations et des entrepreneurs. Donc, vaste programme. Et donc, on commence déjà par essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et donc, on peut directement aller à la slide suivante pour vous présenter un petit peu l'enquête qui vient d'être menée grâce à Vergers Urbains, où l'on a rencontré 29 responsables d'organisation au sein de ce quartier. Donc, c'est le petit carré vert qui est visible, qui définit un petit peu le périmètre de la chapelle. Comment on les a trouvés, ces acteurs? En faisant des entretiens préliminaires, en cherchant dans des bases de données publiques, en lisant la presse, tout un certain nombre de ressources qui permettent d'identifier un certain nombre d'acteurs qui sont présents sur le quartier La Chapelle. Et la première chose, le premier indice qu'on voit, c'est que ces acteurs sont présents et ont souvent pignon sur rue, littéralement, à savoir ils ont leur siège social au sein du quartier La Chapelle, mais ils interviennent partout, notamment dans Paris Intramuros. Et on peut même, ce n'est pas disponible sur cette carte, mais il y a aussi 2 entreprises qui ont ouvert des locaux à Marseille et à Bordeaux. Donc voilà, il y a cette question d'échelle qui sera assez importante. Donc on a passé ces questionnaires, 29, on a notamment fait des entretiens et on a, dans ces questionnaires, essayé de récolter un certain nombre d'informations socio-économiques sur ces organisations, donc leurs sources de financement, les ressources humaines, leur objet social, et on a essayé de comprendre quelles étaient les relations qu'entretiennent ces responsables associatifs avec d'autres responsables associatifs dans leur voisinage, pour le dire simplement. Donc, si on regarde voilà, quelques petits points clés, j'ai mis ces 2 informations pour montrer que, parce que le secteur associatif parfois s'ouvre de production, notamment territoriale, d'informations dédiées sur les questions économiques. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec un petit dispositif d'enquête, c'est montrer très vite que dans le secteur associatif et le secteur entrepreneurial un peu innovant, il y a des emplois, que ces emplois, on ne le voit pas sur cette slide, mais on était en augmentation en 2020, malgré la crise sanitaire. Et aussi que, voilà, que ça produit un certain chiffre d'affaires qui n'est pas forcément un volume énorme comparé à l'agglomération parisienne, mais qui est là. Et on va voir aussi en quoi produire ces chiffres-là sont un élément intéressant pour anticiper le développement des tiers-lieux. On va pouvoir passer à ce dont parlait Vincent, donc les fameuses communautés d'acteurs locaux. Donc, au fur et à mesure des questionnaires et des entretiens, on a pu faire apparaître de manière assez précise qui connaissait qui et pour quelles raisons. Et ça, c'est des méthodes d'enquête qui s'appellent l'analyse de réseaux sociaux, en déroulant en fait un certain nombre de questions et en le couplant en fait avec une simple liste des personnes, en leur demandant qui ils connaissent, qui ils ne connaissent pas. On peut faire apparaître ce qu'on appelle des communautés d'acteurs locaux. Je ne vais malheureusement pas avoir le temps de rentrer dans le détail de chacune de ces communautés qui ont toutes leurs particularités. Je leur ai donné des petits noms, mais voilà, elles ont toutes chacune, en fait, elles se caractérisent par une densité de liens très forte entre elles et des liens un peu plus distendus vis-à-vis des autres communautés d'acteurs locaux. Ces communautés-là, il faut les voir donc, comme un potentiel appui pour le développement du projet quartier nourricier. Ça va permettre, donc voilà, les trois petites pistes que je viens d'esquisser en commençant à ouvrir voilà, les premiers résultats de l'enquête. Je continue de les dépouiller. Ça permet de tirer quelques enseignements pour la suite, qui va être donc la deuxième phase, la mise en coordination. Et la première le premier de ces indices, c'est que la question de l'échelle géographique et organisationnelle de ces différentes structures va être cruciale si on souhaite leur proposer quelque chose qui les intéresse. Puisque ce dont je me suis rendu compte, c'est que tout le monde est pressé
et qu'à ce titre, si on ne leur propose pas rapidement un certain nombre de services qui correspondent à leurs besoins avant même d'envisager une coordination plus large sur des thématiques plus générales, il faut que, si on parle de logistique, ça ne concerne pas forcément que le quartier La Chapelle, mais qu'ils puissent éventuellement développer un service logistique sur l'ensemble de leur lieu d'intervention. De même, avec la question des chiffres mobilisables, c'est une des étapes qui permet de fabriquer un langage commun. Je n'hésite pas à le dire, des éléments de langage commun qui pourront être mis en commun entre les différents acteurs pour qu'on puisse aussi faciliter un certain nombre de discussions et aussi pour pouvoir les porter au niveau de la municipalité, de la région. Voilà, ça permet de créer aussi un collectif en se fondant sur un certain nombre d'éléments communs. Et enfin, j'ai parlé des communautés d'acteurs locaux qui sont très importantes et qui peuvent servir d'appui, mais ce que ça met en lumière d'illustrer un réseau, c'est aussi les frontières qui existent entre ces communautés. Quelles sont les barrières, quels sont les défis, quels sont les désaccords, parfois simplement techniques, parfois logistiques, parfois politiques, qui peuvent exister. Pourquoi telle personne ne travaille pas avec telle personne? Et ce travail de première cartographie doit servir au diagnostic territorial, un peu réinventé dans ce cas-là. Donc, ce travail-là, il vient d'être fait. On va passer à la seconde phase, au début, un peu avant la rentrée, sur la mise en coordination, la présentation des acteurs entre eux et la thématisation de leurs besoins. Et comme ça, lentement mais sûrement, aller vers 2022 pour que le Jardin des Traverses puisse vraiment s'imbriquer comme une jolie pièce d'un puzzle bien taillée dans le paysage urbain et organisationnel du quartier La Chapelle. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Vincent Guimas pour présenter la partie la dimension plus patrimoniale et l'héritage de ce projet. Alors Vincent, tu es en mute. Je mets un peu de... voilà. Le bouton on. Alors sur la slide, je assez bref en fait. Bon, il s'avère que j'ai essayé de recontextualiser aussi le travail sur lequel nous sommes à FAPSI Grand Paris. Comme je vous le disais, donc on travaille sur plein de sujets, entre autres le sujet de l'alimentation d'eau, système alimentaire. Et dans le cadre de la recherche qu'on mène, qui s'appelle Centrino, vous pouvez aller voir, donc c'est avec deux N O. On travaille sur différentes notions et entre autres les notions d'héritage. Alors évidemment, ça a été dit plusieurs fois. Voilà, la notion d'héritage est importante. J'ai vu dans les commentaires, dans les conversations, que certaines personnes disent oui, mais on n'est pas obligé. En effet, c'est pas nécessaire. La question de l'héritage n'est pas nécessaire. En revanche, on voit la puissance et à partir du moment où on sait articuler ces notions d'héritage au site qu'on investit, on voit la puissance que ça peut avoir pour faire de la médiation, évidemment, et donc aussi de l'inclusion, mais aussi pour faire de l'innovation. Et l'exemple qu'on a avec le Jardin des Traverses, alors juste pour vous dire, on a deux sites en fait dans le cadre de programme de recherche, on a deux sites qui vont ouvrir, donc il y a le Jardin des Traverses et on a un autre site qui va se trouver dans le 19e qui s'appelle le Fab City Hub. Et donc pourquoi est-ce que l'on a choisi l'alimentation dans le cadre aussi de cette activation de recherche-action? C'est parce que peut-être certains de vous le savent, Paris a nourri l'imaginaire de beaucoup de gens qui aujourd'hui s'intéressent à la question de la permaculture. Et entre autres, ce qu'on a appelé à un moment donné la méthode biodynamique intensive à la française. Tout autour de Paris, vous aviez des toutes petites parcelles de maraîchage qui permettaient de nourrir Paris à 100% de plein de plein de choses. Et durant quasiment un siècle, on a eu comme ça cette relation très vertueuse entre eux, évidemment, alors pour vous donner des exemples, on arrivait à faire jusqu'à 8 à 10 récoltes par an, grâce entre autres à une économie circulaire assez simple. Crottin de cheval, bouse de vache permettait d'ailleurs sur différents types de terres d'activer cette intensivité de production. Et sur cette base-là, ce qui me semble intéressant avec ce projet-là, c'était de se dire comment est-ce qu'on arrive à revisiter cette notion d'alimentation pour une ville comme Paris, mais bien plus largement pour des villes à forte densité. On sait qu'il y a énormément de projets sur la question de l'agriculture urbaine aujourd'hui qui vont des choses, on va dire, plus d'éducation populaire, d'accompagnement, plutôt low-tech, à des choses hyper high-tech. J'en citerai un, je pense à Agricool, mais il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, il y a énormément d'investissements sur la question de l'alimentation. Et on voulait, par le prisme du projet, rentrer
un peu au milieu, en se disant on va pas s'amuser à faire des tours robotisés. La question de l'apprentissage nous semble très intéressant, mais est-ce qu'il y a des zones intermédiaires? Et non, entre autres, c'est le site sur lequel on va travailler. On va interroger ces anciennes méthodes, et aussi on va les coupler à d'autres techniques qui arrivent, comme le maraîchage domestique, la robotisation, qui apparaissent. La question de l'open source aussi semble fondamentale. Et de ce creuset-là, évidemment, on va pouvoir expérimenter et essayer de disséminer dans Paris, dans différents endroits, ce type de robot agricole. Donc, on travaille avec Sonilab sur ce sujet-là, mais on travaille aussi avec Farmboat, pour certains qui pourraient connaître. Voilà, donc la mémoire, un élément fondamental, pas uniquement de communication, mais réellement un outil de transformation du territoire. Alors, il y a une autre chose qui me semble importante, c'est la question, donc évidemment, de l'expérimentation. Ça rejoint un peu ce que je disais avant, mais aussi de la formation. On sait à quel point les métiers de demain ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui. Sur le sujet qui nous intéresse, là, qu'on vous partage sur la question du système alimentaire, il y a plein de métiers qui vont arriver. Et donc, le site qu'on expérimente, entre autres celui du Jardin des Traverses, va être un site de formation pour ces métiers de demain. Alors, on est aidé pour ça, entre autres, une petite partie par la ville de Paris, qui souhaite accompagner, en tout cas mettre en place des outils de formation au sein même de ces nouvelles structures, ces projets un peu innovants. Donc, on a mis en place une formation qui s'appelle Agriculture XYZ, qui va aborder différentes choses, entre autres l'agriculture urbaine, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça s'accompagne, mais aussi la question des robots agricoles. Et on va essayer de construire ces profils-là sur 256 heures, avec une partie théorique, une partie technique, une partie stage. Et le lieu qu'on expérimente avec Jardin des Traverses, mais aussi Fabcity Hub, est le cœur battant en fait, de ces formations et de transmission. Et ça me paraît fondamental. Je pense que le placemaking, ce n'est pas forcément un endroit où uniquement on boit de la bière et on mange et on va dire on gentrifie trop facilement. Ça peut vraiment être des outils de transformation par la formation, par la transmission. Évidemment, on a parlé aussi, je crois que ça a été évoqué, aussi l'incubation, un élément aussi important. On travaille sur d'autres sujets. Un des sujets qui nous fascine, en fait, qui nous passionne, c'est la question de la ville, le territoire comme gisement. Ça rejoint d'ailleurs peut-être un peu cette notion d'héritage quelque part. Voilà. Donc, héritage, formation, expérimentation. Et puis, je voulais rajouter une dernière slide. C'est parmi des éléments qui construisent nos programmes de recherche sur ces systèmes complexes qu'on appelle des piles. C'est le full stack, c'est cet enchaînement en fait de complexité qu'on a sur le territoire qui vont le plus bas niveau, donc l'atelier fabricant, de la production, en passant par toutes les formes d'apprentissage et d'incubation, en passant bien par des stratégies de territoire. Donc, comment est-ce que des petites expériences comme ça sur un site sont en capacité d'offrir une lecture, mais aussi d'accompagner par son agilité, par sa flexibilité, des ponts, voilà, des grammaires, on va dire des courbées de langage entre du macro et du micro. Ça, vraiment, je pense que ces zones d'expérimentation sont fabuleuses pour ça. On va produire, alors on est parti pour 4 ans pour l'expérimentation, mais on a déjà lancé, produit quelques livrables, entre autres sur quelques principes de mise en place, voilà, de ces nouveaux lieux agiles entre formation, production, incubation. Voilà, et si des personnes qui nous suivent, certaines personnes qui nous suivent veulent, on pourra évidemment à un moment transmettre les documents de nos recherches. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cette approche voilà, qui est très ancrée sur le territoire et la recherche, et puis qui pose pas mal de questions sur les métiers de demain, sur le rôle de l'héritage et de la valorisation de l'héritage. Donc, merci beaucoup à vous deux, puis merci à chacun d'entre vous pour ces témoignages. Donc là, dans le prochain petit quart d'heure qui nous reste avant les échanges avec la salle, l'idée est de voilà, peut-être fixer quelques questions de conclusion pour
pour identifier les points communs ou en tout cas les éléments d'analyse qu'on peut retirer de chacun de vos trois projets, avec l'idée peut-être d'identifier quelques conditions dans lesquelles on peut concevoir et gérer des lieux qui contribuent à une économie plus régénérative, durable et inclusive, qui sont un peu la question de notre webinaire aujourd'hui. Donc, comment on peut lier cette question de transition et de développement économique et d'inclusion de tous les acteurs locaux dans une approche de placemaking. Donc, peut-être pour commencer, des questions en revenant à l'origine des projets et au territoire qui, vous l'avez bien soulevé, est bien au cœur de chacun de la conception de vos projets. Pour vous, quels sont les enjeux de l'analyse initiale du territoire et quels sont les outils qu'on peut développer en termes de diagnostic territorial et que vous avez déployé? Donc peut-être Rémi, Vincent, vous pouvez commencer par répondre et revenir sur sous ce travail de diagnostic que vous avez déjà pas mal détaillé dans la présentation, mais voilà, peut-être compléter sur ce rôle important du diagnostic, que ce soit tant d'un point de vue analyse de l'économie locale, mais aussi analyse des acteurs en présence dans une démarche de placemaking, l'idée étant de s'appuyer sur les acteurs en présence. Alors, je peux prendre la question éventuellement parce que du coup, j'étais en charge de cette enquête avec des enquêtrices que je remercie d'ailleurs fortement, Amance, Lisa et Agnès qui m'ont beaucoup aidé pour cette enquête éclair en opération commando en 3 mois et demi. C'est rarement comme ça qu'on fonctionne en sciences sociales, mais ça a permis d'intervenir à un moment assez spécifique aussi sur les questions d'alimentation en France en général, puisque à la sortie de la crise Covid, je voulais juste préciser ça quand même, beaucoup, notamment d'appels à projets nationaux puis régionaux, ont été fléchés vers les questions de relocalisation de l'alimentation. Donc, il y a eu un peu ce momentum qui a permis aussi, du coup, en faisant l'enquête à ce moment-là, voilà, une sorte d'éclairage assez spécifique sur ces questions, qui a intéressé notamment les acteurs du quartier et qui a, d'une certaine manière, en tout cas c'est mon analyse, facilité l'administration de l'enquête, pour le dire simplement, puisque pour en revenir disons, au très concret, au très matériel d'une enquête comme ça veut dire solliciter les personnes de visu pendant plus d'1 heure, alors qu'elles sont déjà très occupées, dans une situation souvent d'urgence sur un certain nombre il y a des associations qui travaillent sur l'aide alimentaire aux plus démunis. Ces personnes-là sont en train de courir partout à la sortie de la crise Covid. Donc, la réalisation d'un diagnostic de cette manière-là demande un certain nombre de préparation en amont. Moi, j'ai commencé à designer cette enquête en novembre, décembre, pour la mettre en place à partir de mars-avril. Donc, ça prend quand même un gros travail de préparation, d'identification, de lecture, d'entretien aussi préliminaire dès le mois de janvier, pour qu'au moment de la mise en place d'une telle enquête, la majorité des éléments soient en place et qu'on ait juste à la dérouler. Donc, ça demande beaucoup d'ingénierie en interne, pour le dire simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu directement à la question, mais je pense que c'est important de préciser ces éléments-là. Voilà, dans la conception du diagnostic territorial, il y a un travail de préparation assez important pour pouvoir ensuite le dérouler et sortir des informations valides. En tout cas, voilà, étant donné les contraintes de la thèse, valide scientifiquement, puis relu par les pairs. Là, c'est dès demain que je le présente dans d'autres instances. Enfin, voilà, c'est ce travail-là qui doit être entamé très en amont. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Non, parmi les outils, en fait, il y a plein d'outils qui existent pour constituer les communautés, pour les identifier. Je vais revenir sur le sujet de l'héritage. On a travaillé, nous, avec une université aux Pays-Bas qui s'appelle la Renvaart Academy, qui développe certains outils donc sur la question de ce qu'on appelle Emotional Network. C'est comment situer par rapport à un site, par rapport à dans son attention au site, en amont du sujet. D'ailleurs, une chose qui me semble importante, c'est de se dire que, enfin, je sais que ce n'est pas tout le temps possible, mais souvent quand même, si on veut avoir une vue assez longue d'un projet, constituer une communauté avant de constituer un site, avant de parler pierre, ou en tout cas en sachant que la pierre est là, mais en tout cas est un élément fondamental. Donc c'est vrai que tous les outils qui permettront de constituer cette sensibilité commune me paraissent être
nécessaires. Et donc, je pense à ça, Emotional Network. Vous pouvez trouver en ligne ces différents outils qui sont des outils très, très simples et qui permettent à tout à chacun de venir poser quelque chose, son rapport à un site. Et sur des choses très... voilà, très simple. Voilà, il y a ça, il y a d'autres sujets autour des systèmes métaboliques, ou les métabolismes, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort sur des territoires très courts qui existent. Voilà, donc ça, c'est des outils qu'on développe. Pour rebondir sur ce que tu dis, Vincent, vous pouvez aussi retrouver sur le site de Placemaking Europe un certain nombre d'outils, et je pense notamment à la Time Machine, justement sur l'héritage et comment synthétiser un petit peu voilà, cet imaginaire collectif en faisant contribuer l'ensemble des habitants sur une carte, avec voilà, repartir sur l'historique, récolter des témoignages. Voilà, il y a un certain nombre d'outils qu'on peut retrouver aussi sur le réseau, sur le site du réseau. Merci Clémentine. Oui, Coraline, Oui. je te laisse Alors, la parole peut-être sur ouais. la partie diagnostic en tant qu'acteur de développement territorial. Rapidement, parce que sur la boîte à outils, clairement, vous êtes bien plus au fait que moi sur ce qu'on peut trouver. Et même si on fait des diagnostics quand on arrive sur les territoires, on a été bien évidemment pas du tout aussi loin que ce qui a été présenté par Rémi tout à l'heure, que je trouve très intéressant. Ça montre vraiment bien la complexité. Mais en fait, je me pose la question de la temporalité et de ces diagnostics, dans le sens où les 3 projets qui ont été présentés sont quand même des projets au temps long. Il y a des choses qui sont présentes sur les territoires de manière assez pérenne, puis il y a des choses qui évoluent avec le temps. Et finalement, on ne va pas faire des diagnostics tous les ans. Donc, comment on arrive à faire peut-être passer en mode veille aussi sur les territoires, plus que diagnostic. Nous, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de chercher, je pense, peut-être pas forcément consciente, mais dans cette première relation qu'on va nouer avec les pionniers là, qui vont s'installer sur le site, qui seront sur place. Et de toute façon, nous, on aura beau avoir fait des diagnostics, ils auront toujours une connaissance 1000 fois supérieure à la nôtre et en continu du territoire. Donc, je ne sais pas si vous avez des outils de diagnostic continu, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si ça existe. C'est une question qui nous est adressée? Non, voilà, en général, c'était plus... Est-ce que c'est un sujet, en tout cas, qui est partagé, ou est-ce que, finalement, avec un bon diagnostic au départ, on s'en sort bien, quoi? Je me permets une dernière intervention là-dessus, mais nous, on développe des outils, c'est plus largement sur FabCity, des outils qui vont faire une sorte d'analyse continue, en fait, de ce qui se passe sur les territoires, plutôt sur une approche éco. Donc voilà. Ce que je crois, c'est qu'au départ, comme toute histoire, même histoire amoureuse, on a besoin, il y a un moment commun, il y a un temps fort qui existe, et ce temps fort-là, il peut prendre différentes formes. Entre autres, ce que fait Rémi, je pense, qui est, je crois, à ma connaissance, unique, en tout cas dans le domaine que je connais, il permet, au-delà de l'analyse technique, de créer un commun au départ, et de sentir appartenir à un projet. Ça, c'est fondamental. Et j'ai un autre exemple, je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'aller voir, mais sûrement vous connaissez aussi Superbloc à Barcelone, une expérience de 2 ans qui était assez formidable aussi d'analyse de territoire, et qui a donné quelque chose d'assez puissant, avec ses forces et ses faiblesses. Mais, donc j'aurais tendance à dire oui, des outils d'analyse plutôt économique, c'est intéressant, parce qu'il faut que ces projets-là viennent se tisser avec le tissu, viennent se construire avec le tissu économique, et donc il faut faire preuve que ça peut fonctionner. Mais au départ, me semble-t-il, c'est surtout un acte oui, c'est ça, c'est qu'on acte ensemble que quelque chose se construit à travers tel ou tel diagnostic. Oui, en effet, comme tu le disais, Vincent, peut-être d'abord faire lien pour ensuite faire lieu et créer une communauté avant tout, et c'est l'objectif du diagnostic initial, finalement, d'identifier les forces en présence aussi, et construire cette communauté qui analysera l'évolution du territoire en continu. Frédéric, peut-être tu voulais ajouter quelque chose? Oui, sur la partie diagnostic, en fait, nous, on a pu bénéficier finalement de 2 outils différents. Le premier, c'est que le projet de reconversion de la caserne en lui-même, donc pas le projet de tiers-lieu, mais le projet de reconversion, a été accompagné dans le cadre d'une évaluation d'impact sur la santé. EUS, alors je ne suis pas un spécialiste de l'US, mais Limoges et Ville Santé Citoyenne, et toute notre politique de développement durable est très centrée autour de la santé des habitants. Donc,
l'EIS, ça permet d'aller très très loin dans le diagnostic territorial, d'essayer de regarder les impacts positifs du projet de reconversion de la caserne sur la santé des citoyens et des habitants, et à l'inverse de corriger les impacts négatifs. Et l'EIS a ceci d'intéressant, c'est qu'elle est faite en partie diagnostique, et ensuite elle s'échelonne tout le long de la réalisation du projet, et puis ensuite dans un souci d'analyse des incidences, des conséquences et de suivi un petit peu plus tard. Donc on l'a pour quelques temps. Et puis c'est un quartier, nous, qui est très regardé sur l'aspect politique habitat, donc il bénéficie aussi de tout ce qui est diagnostic OPH et opération de restauration immobilière, avec là aussi tout le suivi qu'il peut y avoir derrière. Donc des outils qui n'étaient pas directement liés à la réflexion sur le tiers-lieu, mais plutôt au devenir du quartier dans sa globalité, et dont on s'est très largement inspiré pour essayer justement de donner cet aspect développement à l'échelle du quartier. Très bien, merci Frédéric pour ces compléments. Donc en effet, on voit qu'il y a beaucoup d'outils qui existent et on peut aller plus ou moins loin, puisque le travail de Rémi sur le Jardin des Travers, c'est en effet un travail très profond, mais on peut aussi peut-être aller moins dans le détail, mais en tout cas en gardant en tête cette question de l'importance du diagnostic territorial, de s'appuyer sur l'héritage, sur l'histoire, sur les acteurs locaux, et l'enjeu de connaître ces acteurs locaux pour construire une communauté autour du projet. Peut-être une deuxième question qui se centre un peu plus sur la partie habitant, qui est un sujet important du placemaking et citoyen. Comment dans vos projets et toute cette réflexion autour de l'économie et de la diversification économique et de créer un lieu de vie, comment vous envisagez aussi le rôle des habitants, le rôle des citoyens locaux, au-delà du rôle des acteurs économiques locaux, pour contribuer à la transition économique et à la régénération du territoire. Je ne sais pas, c'est un focus peut-être sur lequel on n'a pas trop insisté dans les présentations. Je ne sais pas qui veut répondre. Frédéric, peut-être sur la question du quartier. Effectivement, d'abord, c'est très important si on ne veut pas faire un outil hors sol, c'est-à-dire qui ne correspond pas du tout aux besoins du quartier. Donc, nous, vous l'avez compris, c'est un site militaire qui était entièrement fermé. Et une des ambitions de l'association des habitants, c'était d'ouvrir le quartier pour éviter d'avoir un projet un peu fantasmé par beaucoup. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ouvre les portes et on ouvre un quartier, on s'imagine beaucoup de choses, mais dès le départ, on a fait rentrer la population pour leur montrer aussi quelles étaient les contraintes techniques du site. Et du coup, ça a permis à un certain nombre d'acteurs qui nous ont suivis dans le cadre de la concertation, cette fois-ci liée au projet de reconversion de la caserne, de comprendre qu'on ne peut pas réellement tout faire finalement dans ce site un peu neuf situé en centre-ville. Et puis, vous l'avez vu quand j'ai présenté la programmation de l'équipement, il y a quand même toute une partie du bâtiment qui est dédiée, en tout cas au moins la moitié du rez-de-chaussée, à accueillir du public dans toutes ses composantes, donc très ouvert sur sa population, autour de l'espace de diffusion, des espaces d'information, de la boutique, des espaces de convivialité aussi. Donc, dès le départ, c'est ce qu'on a un petit peu vendu aussi dans le cadre de notre tiers-lieu, c'est bien un outil que l'on fait pour la population présente sur le secteur. Donc, très important, capital de les avoir à côté de nous dès le départ. Et du coup, je le dis comme ça, un peu en off, autour, je crois qu'on est une cinquantaine, mais du coup, le tiers-lieu, c'est un projet dans le projet, c'est un projet d'un nouvel équipement au sein d'un projet de reconversion d'un site militaire. Et du coup, le tiers-lieu, depuis 2 ans, est plutôt extrêmement consensuel, contrairement au projet global de reconversion de la caserne, qui, lui, a déjà été un enjeu lors des 2 dernières élections municipales. Mais d'associer vraiment la population et les acteurs à la construction du tiers-lieu fait que, de toute façon, ils se l'approprient très rapidement, et on n'a absolument pas face à nous d'opposition ou d'opposition. Voilà, c'est plutôt hyper consensuel. Je pense pour compléter le propos à ce niveau-là, nous, si notre projet, pour le moment, la temporalité du projet nous permet plus de nous adresser à des acteurs plus économiques qu'habitants finaux aussi, parce que c'était aussi un site industriel
Donc, il y a aussi ces contraintes. Je pense que c'est super important, notamment au regard de, voilà, de la résilience, quand on parle de résilience économique. Pour moi, la résilience, c'est à la fois faire face à un passé qui a laissé ses marques, notamment voilà, de crise industrielle. Donc, comment réactiver un site et lui redonner une fonction voilà, mixte, notamment. C'est à la fois réactiver ça au temps présent en investissant les lieux dès la fin 2021, donc le plus tôt possible, et à la fois prévenir dans le futur des potentielles évolutions et essayer de fédérer un réseau d'acteurs dès maintenant qui pourra être à même de mieux faire face à ces moments difficiles. Et je pense que c'est d'autant plus important de les intégrer pour créer un projet urbain qui soit le plus approprié et qui corresponde au mieux aux attentes et aux besoins des acteurs locaux. Ça leur permet une meilleure appropriation, et puis aussi faire avec eux, ça permet de faire émerger des initiatives auxquelles on aurait, des idées auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé en amont. Et c'est ce qui a d'autant plus de sens pour un territoire et qui est d'autant plus en continuité et en accord avec l'histoire, le passé, puisque c'est eux-mêmes qui viennent de ces sites-là. Donc voilà, nous, quand on parle aussi au-delà du diagnostic du territoire et de faire, c'est faire avec l'existant, pas seulement entendu au sens physique, mais faire avec l'ensemble des parties prenantes, des forces vives du territoire, faire avec les acteurs qui sont déjà là, dans ce sens-là. Très bien, merci Clémentine. Rémi, Vincent, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. À propos des habitants, alors oui, c'est une question qui est assez importante au vu de la matérialité de la petite ceinture. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un espace de vie, de passage pour l'instant. Donc tout le travail mené par FabCity et le projet Centrino, surtout sur la question de l'héritage, vise justement à éclaircir ce que les habitants pensent ou ont pensé ou penseront de ce lieu et d'une telle réhabilitation. Après, Vergers Urbains, ce n'est pas que le Jardin des Traverses, ce n'est pas que le projet quartier nourricier. On travaille sous la forme d'ateliers, sous la forme de création de collectifs de jardiniers dans le quartier depuis maintenant presque 6-7 ans. Donc, on a aussi, par ce biais-là, des informations, la possibilité de discuter avec eux, on va dire de manière moins cadrée, comme j'ai pu le faire avec le diagnostic, mais d'ouvrir aussi des portes sur ces enjeux-là. Et on l'espère aussi avec Quartier Nourricier de mettre ça en débat au niveau des acteurs économiques qui ont eux-mêmes leurs propres habitants, pour le dire simplement. Que ce soit des clients, que ce soit des adhérents, que ce soit des bénévoles. Je veux dire, les habitants ont plein de statuts. Et c'est par ces différents statuts-là qu'on peut essayer d'aborder aussi la question des habitants qui ne sont pas juste… surtout que le quartier de la Chapelle est un quartier où il n'y a pas que des habitants. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de personnes qui viennent du 9-3 aussi, qui travaillent dans le quartier. Donc, la question des habitants, elle se pose aussi assez spécifiquement au vu du quartier. Donc, c'est un enjeu sur lequel on planche. On ne les a pas forcément intégrés là, dès l'entrée sur la mise en œuvre du diagnostic. Mais voilà, on s'y prépare. Ok, très bien, merci pour ces réponses. Alors, il est 16h03, donc j'avais promis à partir de 16h d'ouvrir les questions à la salle. Donc, je propose à l'ensemble de la salle, à ceux qui veulent s'exprimer, de poser une question, d'allumer leur micro et de poser la question directement. Et s'il n'y a pas de question, j'ai une petite question en réserve pour finaliser nos échanges. Mais voilà, c'est important pour nous de vous laisser la parole si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur certains points des projets présentés par nos intervenants. N'hésitez pas à prendre la parole. On sait que la première question n'est jamais facile. Je veux bien prendre la parole. Très bien, n'hésitez pas à vous présenter. Oui, Hélène Jouve, Métropole Aix-Marseille-Provence. J'ai une question sur la caserne Marceau. J'ai pas, soit j'ai zappé dans tout ce que vous avez dit, mais en tout cas, voilà, mes questions, elles sont un peu plus globales. Si j'ai bien compris, c'est une propriété ville de Limoges qui s'est fait au moment où les armées
réfléchissaient à leur plan de réorganisation. Mais du coup, vous l'avez bien acquis. Oui, tout à C'est-à-dire fait. et On si vous l'a- l'avez acquis, vous l'avez Mmh. acquis sur la base d'un programme imaginé. Non, non du tout. On l'a acquis très cher, à l'euro symbolique, pour tout vous dire. Mais pas sur la base d'un programme. C'était au départ, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de restructuration de la défense, il y avait un certain nombre de compensations qui étaient proposées par le gouvernement. Donc, on perdait à peu près 900 militaires à l'époque. Et parmi toutes les compensations, il y avait quelques compensations financières. Et puis, il y avait la cession à l'euro symbolique des sites militaires. On a décidé d'en acheter deux. Il y en avait une dizaine quand même, hein, sur Limoges. Donc, on l'a acquis à l'euro symbolique euh, En bilan à rebours, sans bilan, voilà, mais avec une clause de revoyure pendant 15 ans, certes. en gros. Donc, les 15 Certes, ans bon, s'achèvent enfin, dans si 4 ça ans. part à l'euro symbolique, la clause de revoyure est honnête. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que si on le vend 2 euros, on partage avec. C'est exceptionnel. Nous, ça fait 10 ans qu'on négocie une caserne un peu similaire à Marseille et qu'on n'y arrive pas. Voilà, c'était vraiment le plan qui prévoyait ça à l'époque. D'accord, merci. Merci Hélène pour votre question. Est-ce que il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent creuser certains points? Non, bah, peut-être le temps de réfléchir aux questions. Je vais en poser une complémentaire. Donc Moi, pardon. j'avais une question. Vas-y, Léa. Parce que je me réveille un peu tard. J'attendais si quelqu'un d'autre dans la salle avait des questions. Moi, j'ai une question pour le projet de la tisserie à Amiens. J'ai en fait plusieurs questions et c'est une première question qui est ouverte un peu à tous les intervenants d'aujourd'hui. C'est la question de la prévention des phénomènes de gentrification quand on est promoteur, aménageur ou maître d'ouvrage d'un quartier comme celui qui est en train de se créer. C'est une question assez importante à se poser en amont. Comment est-ce que ce qu'on est en train de créer sur ce territoire-là va générer ou pas un phénomène d'exclusion économique sur ce territoire. Et quand on s'ancre dans une démarche de tiers-lieu ou de placemaking, on a, il me semble, intrinsèquement aux valeurs qui sont associées au tiers-lieu, une réflexion d'ordre de l'inclusion, de la coopération entre les acteurs. Et en général, c'est des choses de ce que j'ai vu concrètement, c'est des réponses qui se trouvent soit dans des prises de position politiques de la part des élus locaux, soit dans les modes de gouvernance, les modes juridiques, enfin le choix des modèles juridiques et économiques. Mais du coup, je me posais la question précisément dans ce projet de la tisserie qui est très enthousiasmant et qui, je pense, est prometteur pour le tissu entrepreneurial local. D'ailleurs, j'ai regardé l'appel à projet et je vois qu'il est quand même très orienté vers de l'entrepreneuriat engagé et au service du territoire, ce qui est quand même assez bon signe pour le côté inclusif aussi. Mais je me demandais, voilà, comment est-ce que vous réfléchissez à ce sujet-là? Quel garde-fou est-ce que vous posez à des potentiels phénomènes de gentrification qui pourraient être des corollaires voilà, au succès de ce projet d'ici quelques années et comment est-ce que ces réflexions se matérialisent dans les prises de décision du projet. Voilà, c'est une question ouverte aux porteurs de projets et puis plus largement aux autres intervenants qui, en tant qu'activateurs de territoire, j'imagine, se posent aussi toujours cette question-là. Tu veux prendre la parole, Coraline, ou Oui, je peux commencer. Ouais. Oui, merci pour la question. Alors, la gentrification sur la tisserie. Alors déjà, sur le site actuellement, il n'y a pas d'habitants et à proximité immédiate, il n'y a pas d'habitants. Donc voilà, de manière très ciblée, il y a, entre guillemets, ce sujet-là qui se pose pas. Mais néanmoins, nous, on travaille, pas spécifiquement le sujet, mais comment ça peut être abordé.
Les réflexions avec le territoire autour de ce lieu-là, à la base, ça devait être une ZAC de manière plus générale. Donc, on savait que le territoire avait quand même des ambitions de transformation et de mutation de ce secteur qui a plutôt une vocation économique à Amiens. Donc, un travail que la ville souhaite mener à ce niveau-là. Priorité emploi, clairement. Nous, on fait le pari d'amener des logements et sur ce secteur-là et d'amener en fait de la mixité sur ce secteur-là, ce qui est pas gagné quand on visite le site pour la première fois. On peut se poser la question de la pertinence de faire ça. Donc, en termes d'une mixité fonctionnelle. Ouais, c'est ça. Parce que c'était vraiment que activité économique jusqu'à présent. Hein. Enfin, voilà, il y avait la maison du directeur et puis c'est tout. Enfin, c'était vraiment un site industriel, quoi. Et par contre, en fait, c'est vrai que on est avec l'appel à projet, il y aura du logement social. Enfin, on travaille l'offre de logement avec la métropole forcément, et on va proposer une mixité, toute une gamme en fait de logements avec des logements sociaux et puis des choses qui seront un peu plus haut de gamme dans les bâtiments, notamment en réhabilitation, qui ont un cachet un peu particulier, mais qui ne vont pas du tout constituer la majorité de l'offre. Et après, surtout, c'est vrai que ce qu'on attend de l'appel à projet, c'est par le choix des porteurs de projets qu'on ait la possibilité de travailler avec différents publics. Il y a un exemple de porteurs de projets qui pourraient s'installer, c'est des acteurs de la formation qui, par exemple, proposent des formations sans condition de diplôme, de diplôme préalable, donc plutôt de la reconversion pro et qui vont permettre finalement à tout un chacun d'accéder à des nouveaux services sur le lieu. Il y a, c'est par le prisme, en tout cas, le positionnement, je pense, des activités économiques qui est travailler en amont justement et pas à la fin du projet où on est dans l'urgence et il faut commercialiser pour le coup en tant qu'avec notre casquette promoteur. L'idée de travailler ça très très tôt en amont avec les exploitants, c'est une manière de faire et je pense que ça peut nous donner plus de clés justement pour proposer des services qui seront un peu plus larges et inclusifs, quoi. Et du coup, au niveau je m'interroge au niveau du modèle économique, au niveau du modèle juridique et économique, de comprendre si on est sur de la promotion immobilière classique et auquel cas, il me semble important de clarifier ces questions-là, parce que il y a évidemment un péril d'instrumentalisation de l'approche placemaking à des intérêts exclusivement privé, et c'est sur le mot exclusivement privé que je m'arrête et qui du coup se résout entre autres sur des questions juridiques ou d'ordre de modèle économique qui peuvent être de la mise à disposition de l'espace, de la redistribution d'un certain pourcentage, l'accès à la propriété par un collectif ou une forme juridique hybride comme une SIC qui peut ramener un peu de collectif là-dedans. Parce que par exemple, moi je suis pas mal approchée par des promoteurs ou des foncières qui essayent de réhabiliter des zones commerciales périphériques dans une approche placemaking, mais avec pour intérêt premier avant tout de la capitalisation sur du foncier et une capacité à générer davantage d'attractivité, entre autres et principalement pour des intérêts économiques qui reviendront exclusivement à la foncière ou aux promoteurs. Et du coup, je pense que c'est important d'être vigilant et de se poser cette question-là dès maintenant, sachant que la question des tiers-lieux et du placemaking, c'est avant tout un art de faire de la coopération au service des communs, par les communs, par la recréation des communs, soit des espaces communs, soit des modes de travail, de coopération communs. Et même si on est sur un modèle entre guillemets de hub entrepreneurial pour rebooster l'économie locale,
pour moi, c'est des questions qui sont entremêlées à des questions de coopération citoyenne, d'ancrage territorial. Et du coup, c'est compliqué pour moi de les penser séparément, quoi. Ouais. Léa, peut-être pour compléter, à mon sens, là sur le projet de la tisserie, je voulais répondre, j'ai oublié ce que je voulais répondre. Mais en fait, je pense, on tend à cette démarche de placemaking, mais c'est déjà, en fait, il faut remettre aussi en contexte que pour un maître d'ouvrage privé, ce sont des réflexions qui sont aussi nouvelles, donc c'est en expérimentation, en process, et notamment ça fait partie de nos premiers appels à projets, premiers projets où on mène ce genre de réflexion. Donc en fait, je pense qu'on est aussi humblement en apprentissage sur ce type d'activité. Et sur le placemaking, au-delà de la mixité au sein du quartier qu'on va essayer de mettre en avant via des typologies de logement, par exemple, ou la mixité fonctionnelle via des La mixité formations. fonctionnelle, etc. Oui, oui. Les acteurs qu'on va essayer de fédérer via cet appel à projet, quand on parle, si on repense aussi au triptyque de hardware, de l'espace bâti, de software, de l'usage et de logware, de l'animation d'un lieu pour qu'il soit réussi, nous, l'espace bâti, c'est notre métier, donc ça on le maîtrise. Le software, l'usage, c'est également le travail de la relation avec les acteurs locaux pour mieux identifier les besoins en espace, etc. La question de l'animation, c'est quelque chose encore qui est nouveau dans ce métier-là et qu'on tente de mieux organiser. Et ça, c'est quelque chose qui émergera aussi en fonction des porteurs de projets qui vont être sélectionnés, qui correspondront au mieux à l'histoire du site, et au futur qui s'y développera. Okay. Et voilà, je pense que c'est aussi des choses qui vont émerger au fur et à mesure et qu'on commence à toucher. Donc, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il faut être précautionneux dans l'emploi des termes et qu'on y tend aujourd'hui via cet appel à projet et des acteurs économiques du territoire. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Ok. Pardon. Non, mais vas-y. Je vais répondre quand même un petit peu sur la partie modèle. En deux mots, peut-être je reviens rapidement sur ce que c'est une entreprise à mission et qu'est-ce que ça veut dire pour un maître d'ouvrage privé, parce qu'en fait, on est les premiers maîtres d'ouvrage privés à avoir changé nos statuts en début d'année, donc ça reste encore assez nouveau. Alors, changer les statuts, en fait, au quotidien, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que ça vient mettre une étiquette sur un comportement et un intérêt pour les territoires qu'on avait déjà auparavant. Mais simplement, maintenant, on a une instance de contrôle qui vient vérifier ce qu'on fait. Donc, on est tenu de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc, ça ne change pas les statuts. On reste toujours société anonyme. Nous, il y a une partie de notre capital qui est cotée en bourse, mais l'actionnariat reste majoritairement détenu par les associés fondateurs du groupe, qui a été créé il y a 20 ans. Donc, il y a une certaine transparence à ce niveau-là. Ça n'empêche pas qu'en tant qu'entreprise, et de maîtres d'ouvrage, donc aménageurs et promoteurs, on a une rentabilité à aller chercher sur nos projets. C'est la pérennité aussi de notre structure. Mais à l'instar peut-être aussi des porteurs de projets dont on veut s'entourer là sur le projet de la tisserie, on est convaincu qu'on peut avoir un impact positif tout en ayant un modèle entrepreneurial. C'est vraiment la logique dans laquelle on est. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur l'appel à projet et l'urbanisme transitoire, on demande en effet des loyers. L'idée, c'est que ça puisse, que ça puisse rémunérer déjà l'investissement et le temps qu'on porte pour développer ça, parce que c'est quand même une sacrée ingénierie de mener ces sujets, même si c'est passionnant. Et aussi, ce qu'on voulait éviter, pour le coup, là, c'était l'effet qui se coule. Pas de loyer pendant 3 ans d'urbanisme transitoire, sauf que le jour où il faut vendre, tout le monde s'en va, et c'est pas du tout ça qu'on vise, quoi. Donc, on a pensé notre modèle économique transitoire de cette manière-là. Ok, très bien.
Merci. Est-ce que Merci. Frédéric ou Rémi, oui, Très rapidement, pour la elle partie. est hyper intéressante la question de Léa sur la gentrification des quartiers en reconquête comme ça. Nous, d'abord, on fait très attention à la composition socio-démographique de nos quartiers. Limoges est une ville pauvre, 22% de taux de pauvreté. À l'échelon national, il est à peu près de 14%. À Nouvelle-Aquitaine, un petit peu moins, il doit être à 13,8%. Mais on travaille le projet de reconversion de la caserne Marceau avec deux items en tête. Le premier, donc maintenir quand même une offre de logement social sur site, et on a une servitude de création de logement social inscrite au PLU. C'est au moins 20% des logements qui devront être consacrés à du logement social, mais on a quand même, et ça va un petit peu dans le sens de la gentrification, un souci de faire venir en centre-ville des actifs et des catégories CSP+, voire plus, qui aujourd'hui sont beaucoup plus attirés par la maison de périphérie sur les communes. C'est très classique, hein, bien sûr, en province. Donc, on a un souci quand même de proposer un habitat intermédiaire à ces catégories-là, et qui vont là aussi permettre de changer un petit peu la topologie socio-démographique du quartier, très clairement. Donc, c'est bien deux objectifs qui peuvent paraître complètement contradictoires, mais qui vont nourrir quand même un vrai projet urbain. Ok, merci. Mais c'est vrai que du côté de la force publique, c'est toujours plus simple aussi quand on travaille directement pour Tout à fait. le bien commun de répondre à ces questions. Merci. Merci Léa. Peut-être il nous reste une petite dizaine de minutes s'il y a une autre personne qui veut poser une question dans la salle. Je laisse quelques instants encore. Peut-être pour finir, on a beaucoup parlé du rôle de la communauté, de la mobilisation, et un des sujets qu'on vient de commencer à aborder, c'est comment on anime dans le temps, quelle gouvernance on met en place pour construire cette animation dans le temps et rassembler l'ensemble des acteurs en ayant en tête cette création de commun, comme tu le disais, Léa. Est-ce que, comment vous concevez, vous, dans les projets et dans la suite des projets, notamment qui sont globalement en cours de construction et dont les travaux vont commencer bientôt, comment vous envisagez le rôle de chacun des acteurs et notamment le rôle de votre structure dans la continuité et l'animation des projets? Frédéric, peut-être. Alors, premièrement, sur la construction du projet et la gouvernance, moi, j'ai apprécié d'être accompagné par des gens qui savaient faire, puisque le co-design, la co-construction, on l'appelle comme on veut, c'est quand même un métier que je ne savais pas faire. Et là, c'était le WIP m'ont ouvert un peu l'esprit à ces disciplines-là. Très compliqué pour nous, vous l'avez compris, on fait un projet privé, mais en le portant publiquement, il y a une animation permanente automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a un collectif qui existe, mais je suis très présent dans le collectif. On avait fait attention dans toute la phase de faisabilité d'être peu présent d'un point de vue politique. C'est-à-dire que les élus étaient peu là dans la construction du projet tiers-lieu, c'était volontaire. Ils sont un petit peu plus affichés quand on s'est organisé sous forme d'association, puisque la ville a quand même, entre guillemets, intérêt à rester très nettement dans l'aventure. Nous sommes présents aussi dans la SIC. Et nous mettons, vous l'avez vu, le bâtiment à disposition par bail Fonds Vitaotique. On ne le vend pas parce qu'il faut aussi se permettre, entre guillemets, d'échouer. C'est-à-dire que si le tiers-lieu ne fonctionne pas, on a toujours possibilité de récupérer le bâtiment et puis de travailler sur un autre projet. Donc, la seule chose que je veux dire, tout à l'heure, c'est Clémentine, je crois, qui a dit on fait tout ça avec humilité, ou Coraline, je ne sais plus, c'est exactement la même chose, beaucoup d'humilité. Donc, on est présent en permanence, on fait confiance à l'initiative privée, on découvre des choses très intéressantes. Finalement, la co-construction, c'est un peu un exercice de démocratie participative. Je me rappelle toujours cette phrase de Winston Churchill qui avait dit « Le seul argument contre la démocratie, c'est une conversation de 5 minutes avec l'électeur moyen ».
Or, il avait tort parce que c'est extrêmement intéressant de discuter avec les lecteurs moyens et on apprend en permanence tout au long du dispositif. Donc, voilà, on fait confiance. On est là quand même, il faut être vigilant parce qu'il y a aussi des jeux d'acteurs qu'il faut savoir déchiffrer et, et il faut savoir nager quand même entre tout ça. Peut-être pour rebondir sur le propos de Frédéric, pour nous aussi, cet enjeu de gouvernance et aussi sur de long terme, en fait, c'est vraiment, voilà, ça dépend vraiment des activités. Et là, en l'occurrence, pour créer une animation de quartier, une animation aussi économique, voilà, sur ce lieu via l'appel à projet Moving Factory, nous, on a vraiment pour rôle de créer des opportunités, en fait, pour les acteurs locaux, leur laisser l'opportunité de s'exprimer sur ce site-là, de les accompagner et aussi finalement être aussi nous aussi accompagnés par pourquoi pas des acteurs autour du tiers-lieu qui sont eux-mêmes experts, et d'être facilitateurs aussi avec des acteurs institutionnels et leur donner les clés. Je pense que c'est aussi cet intermédiaire entre ce côté, ce qu'on parle du placemaking un peu plus bottom-up et le côté institutionnel un peu plus top-down, c'est aussi faire ce lien, être un garant en fait aussi pour eux de faire ce lien. Donc je pense que nous, on n'a pas, en l'occurrence sur des projets de tiers-lieux ou de lieux un peu atypiques sur le site, qui ont un fort ancrage local et fort enjeu d'animation du quartier, on n'a pas vocation à rester sur le long terme parce qu'il y a un enjeu de réappropriation par les acteurs locaux, mais on a un rôle et un devoir de les accompagner et d'être garant pour que ça puisse se faire et se maintenir sur le long terme pour avoir un vrai impact positif. Très bien, merci. Rémi, Vincent, je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot de conclusion avant qu'on se quitte sur Peut-être les pour échanges du webinaire. revenir aux enjeux de commun et de gouvernance qui ont été mentionnés, l'idée d'arrimer à la fois des tiers-lieux qui viennent incarner un certain nombre de coopérations existantes ou futures et le projet quartier nourricier qui vise à créer ces coopérations, il faut savoir que le positionnement de vergers urbains en la matière, il consiste à dire qu'on ne sait pas ce qui va sortir d'un tel projet. Et que l'admettre, ça crée une énorme incertitude économique qui peut faire fuir les financeurs, mais que mettre la charrue avant les bœufs, qui consiste à dire voilà la magnifique solution que nous proposons et les attendus, ne peut pas forcément toujours fonctionner avec une approche qui est plus que participative, qui est dans cette co-construction, qui consiste à dire à un moment, on ne sait pas où ça va nous mener, et on va voir en organisant des dispositifs de discussion collective, et c'est là que le commun réside, dans un certain nombre de règles, de manières de faire, qui sont démocratiquement, il faut le dire aussi, démocratiquement admises entre les différentes parties prenantes, qu'on peut faire un projet qui aura du sens pour tout le monde et qui fera du commun, pour le dire simplement. Le commun, ce n'est pas juste un lieu, ce n'est pas juste une communauté, c'est un ensemble de règles et de prescriptions qui ont été mises en commun. Et ça, c'est extrêmement effrayant pour un certain nombre d'organisations financeuses qui peut-être nous écoutent aujourd'hui. Mais c'est peut-être le message aussi et la chance qu'on a, nous, à Vergers Urbains, de pouvoir, pour l'instant, et je dis pour l'instant, porter le projet quartier nourricier, c'est qu'à terme, ce projet n'a pas vocation à être le projet de Vergers Urbains. Et ce travail de mise à disposition, en fait, voilà, Vergers Urbains assume le coût d'un travail de recherche, d'un travail de communication autour de ça, pour qu'à la fin, ça puisse être autoporté. Et là, on tient quelque chose d'assez tangible, des gens qui sont d'accord entre eux et qui savent pourquoi, et qui ne sont pas juste dans une situation. Et effectivement, ça implique la participation des habitants, ça implique la participation des acteurs économiques, ça implique la confiance des financeurs, je le redis. Mais voilà. Mais je comprends que ce soit difficile pour tout le monde d'assumer cette incertitude-là. En revanche, c'est un passage un peu nécessaire pour pouvoir ouvrir un peu voilà, une véritable démocratisation de règles communes qui vont permettre que les projets puissent s'implanter dans un espace matériel, un territoire. Et donc voilà, je rejoins totalement ce que disait Vincent. Il faut d'abord créer la communauté avant la pierre, avant le lieu. Et ce passage par la création de communauté, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette magique pour l'instant. Donc il faut vraiment, c'est des passages obligés. Et je tenais à le souligner peut-être pour apporter un élément de conclusion.
Merci beaucoup Rémi, en effet, pour cette très belle conclusion de finalement toute l'approche du placemaking, de la création de communs, de la création de collectifs qui contribuent, et c'était le focus de notre webinaire aujourd'hui, au développement économique local et comment ça permet d'assurer une plus forte résilience économique locale et un caractère inclusif. Et c'est en effet des sujets forts qui nous mobilisent, donc l'ensemble des agences partenaires, donc Léa qui représente Wide Open Project, DVT Up aussi, et puis Wigwam. C'est vraiment ces questions-là qu'on vise à poser dans le cadre de notre série de webinaires. Et juste pour finir, pour vous informer qu'on continue notre cycle de webinaires avec un prochain qui sera vraiment focus sur la question de la mobilisation citoyenne dans le cadre des projets de placemaking et qui sera organisé par Wigwam avec bien entendu le partenariat de l'ensemble des agences partenaires. Et puis Léa qui nous parlera des expériences de tiers-lieux à l'international, a priori en fin d'année. Les dates restent encore à caler selon les agendas, mais voilà, pour poursuivre notre réflexion sous différents angles d'approche et d'attaque et de spécificité de chacune de nos agences, on vous propose de poursuivre la réflexion sur le placemaking. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier chacun des intervenants. Merci beaucoup pour ce partage de projets, ces expériences riches et tous ces questionnements et cette humilité dans laquelle vous avez partagé ces projets. Merci beaucoup pour ces éléments et merci à l'ensemble de nos participants d'avoir suivi activement, pour les questions posées. Et puis, on vous dit à très bientôt du coup, pour un prochain événement. Merci.